Futures questions. Alors, nous accueillons Maître Anne Lapierre pour notre première audition de cet après-midi. Maître, vous êtes membre du comité exécutif de Norton Rose Fulbright et vous êtes co-responsable de la pratique énergie mondiale de ce cabinet, associé au bureau de Paris et co-responsable du bureau de Casablanca. Vous êtes une experte du marché de l'énergie et c'est à ce titre que votre nom a été proposé pour une audition, puisque vous avez participé à de nombreuses opérations de développement de projets, de construction, de financement, d'acquisition et de transfert dans le domaine des énergies renouvelables et dans les secteurs gaziers et pétroliers. La transition énergétique est, comme son nom l'indique, le passage d'un état des choses à un autre. Votre expérience en France et à l'étranger vous permet d'avoir un regard comparatif qui nous intéresse. Quelles sont les spécificités du marché de l'énergie française par rapport aux autres marchés? Quels enseignements tirer pour la transition énergétique en France? Y a-t-il différents types de transition énergétique? Ou bien s'y engage-t-on pour les mêmes raisons en utilisant les mêmes moyens pour aboutir au même bouquet énergétique? La transition énergétique allie le recours à la subvention publique et le recours au crédit financier. Quels critères sont retenus par les établissements de crédit pour apporter leur financement aux différents types de projets? S'agit-il nécessairement d'un cofinancement? Et puisque vous avez une vision de long terme sur notamment les énergies renouvelables, l'une des questions que nous nous posons est de savoir si il faut arrêter de subventionner certaines énergies dont on nous dit qu'elles sont matures et compétitives d'un côté, et de l'autre dont on nous dit que si on arrêtait aujourd'hui la perfusion, eh bien, il y aurait un problème. Est-ce que c'est franco-français ou est-ce que dans d'autres pays, je dirais, certains gouvernements ont fait des choix différents? Je vous propose de débuter par un exposé liminaire de 15 minutes, et puis ensuite nous vous interrogerons. Mais avant que nous débutions, je suis dans l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». S'il vous plaît, allumez le... Voilà. Je le jure. Voilà. Merci, nous vous écoutons pour 15 minutes, ça vous va? C'est parfait. Parfait. Il est 14h45, ça nous amène à 15h. Merci, Monsieur le Président, Madame le rapporteur. Je suis donc avocat spécialisé dans le secteur de l'énergie. J'ai deux casquettes. J'ai une activité propre qui s'exerce en France, au Maroc et en Afrique subsaharienne dans le cadre de l'accompagnement de développement et de financement de projets énergétiques. Le développement, c'est l'assistance sécurisée du foncier, des autorisations, négocier des contrats de construction. Et le financement, c'est ensuite s'assurer de trouver les moyens pour construire ces actifs et qu'ils soient opérés pendant plusieurs dizaines d'années. J'ai également le plaisir d'avoir un rôle de management de la pratique énergie mondialement. Le cabinet Norton Rose Fulbright est un cabinet avec 56 bureaux dans le monde, une forte spécialisation dans le secteur de l'énergie. Et la practice énergie elle-même compte environ 1000 avocats dans le monde spécialisés dans le secteur. Excusez-moi. Donc cela me donne, je crois, en fait, une vision assez bonne des pratiques à l'étranger. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Si je reviens sur le marché français, j'arrive devant vous avec trois convictions. La première, c'est que, et c'est l'objet même de votre commission, c'est que la subvention est nécessaire. Je me positionne en tant qu'expert qui fait du financement de projet. Pourquoi? Parce que le secteur de l'énergie est les prix sont extrêmement volatiles et qu'aujourd'hui, la méthode retenue pour financer ce développement est ce qui s'appelle le financement de projets sans recours. Ce n'est pas une méthode spécifique aux énergies renouvelables, c'est quelque chose de très bordé. Ça peut se rapprocher d'ailleurs de ce qui a été mis en œuvre pour les PPP. L'idée étant qu'au moins 80% de l'investissement initial est financé par de la dette bancaire. Les 20% restants sont financés sur fonds propres. L'idée étant que la signature n'est pas importante en soi, puisque ce qui sera regardé, c'est la rentabilité propre du projet. Donc, première conviction forte, il faut maintenir cette subvention pour permettre les financements de projets sans recours long terme. Je reviendrai dans le détail après, je vous annonce juste les sujets que j'envisage d'aborder. Le deuxième, c'est que la politique énergétique, et vu le type d'actifs, nécessite en fait une vision long terme.
et que donc aujourd'hui l'ennemi c'est le court-termisme. La visibilité requise va bien au-delà évidemment et du cours de bourse et d'une mandature. Il est important en fait pour tous les acteurs, quels qu'ils soient, qu'il y ait un cadre légal et réglementaire adapté et que ce cadre puisse donner une visibilité long terme au regard des actifs dont nous parlons, puisque dans le cadre des énergies renouvelables, on est face à des actifs de 20 ou 30 ans pour le solaire ou l'éolien, en hydraulique probablement 50 ans et en nucléaire probablement plus de 60 ans. Donc on voit bien qu'on a besoin d'une visibilité très longue sur les coûts et les possibilités de les amortir. Donc une politique qui doit être claire, long terme. Je me permettrai d'ailleurs de donner un petit exemple concernant l'éolien offshore et les choix qui ont été faits à l'époque qui expliquent au moins pour partie les prix qui ont été négociés et obtenus par la France dans les premiers appels d'offres. Le dernier point, je dirais c'est un point plus pratique et concret qui, s'il est pris en compte par cette commission, permettrait, par un petit changement législatif rapide à mettre en œuvre, de permettre un grand changement, je pense, dans le paysage de financement et de développement des énergies renouvelables, concernant la possibilité qu'on pourrait accorder aux entreprises françaises d'acheter de l'énergie verte directement aux producteurs, tout en continuant à ce que ces parcs bénéficient du complément de rémunération. Il y a une petite question technique sur la garantie d'origine. J'y reviendrai en dernier lieu. La loi ne le permet pas aujourd'hui. C'est possible dans les autres pays d'Europe. Je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui pourrait être aisément corrigé. Je reviens sur le premier point, le financement de projets sans recours. Cette méthode, comme je le disais, est une méthode tout à fait classique en financement qu'on retrouve dans d'autres secteurs économiques. Elle a pour objectif de préserver les ressources du bilan de l'acteur et pour la banque, en auditant le projet, de s'assurer de son remboursement par les revenus qui seront exclusivement générés du projet. L'actionnaire, donc, ne peut être appelé en garantie de ce type de projet. L'intégralité des renouvelables est financée sur ce modèle aujourd'hui, en France et ailleurs. Et ce financement ne peut être fait que si le banquier a une visibilité long terme. Donc, au départ, la France avait fait le choix d'un tarif aidé qui a permis donc, le financement des différentes capacités existantes en France aujourd'hui, puisqu'en fait, on connaissait le prix. Donc, à partir du moment où on avait une vision sur la technologie et sur le gisement disponible, le banquier pouvait être relativement confortable sur les revenus qui seraient générés et sur la capacité de l'emprunteur à le rembourser. Je dirais que ça, c'est la première technique, c'est s'assurer de l'équilibre économique intrinsèque et ça permet de préserver les fonds propres. Ce n'est pas une technique exclusivement utilisée par les petits acteurs qui n'auraient pas le bilan. Aujourd'hui, EDF, Total, Engie financent l'intégralité des développements d'énergie renouvelable en financement de projet et absolument pas sur le bilan, avec aucune garantie maison mère. Donc c'est la technique. Mais cette technique n'est compatible avec l'envie de prêter du banquier que s'il y a cette visibilité long terme. Et quel que soit le niveau de la subvention, ça c'est un autre sujet, et ça c'est à l'État de l'adapter en fonction des coûts, il est absolument du rôle de l'État, me semble-t-il, de lisser en fait les fluctuations du marché et d'assurer un revenu moyen suffisant pour s'assurer que les banques commerciales sont en position de prêter. Si tel n'est pas le cas, on est dans une situation comme dans la situation du nucléaire, où les développements de capacité se font sur le bilan de l'investisseur, et donc derrière, évidemment, sur son actionnaire, le cas échéant, puisque ce sont des projets dont les montants et les durées ne sont pas compatibles avec la mise en place de financement de projets sans recours. Donc la grande différence, c'est que aujourd'hui, les capacités supplémentaires d'énergie renouvelable qui sont développées dans le monde le sont avec de l'argent privé. C'est possible à partir du moment où l'État assure un lissage de la volatilité du prix de l'énergie. Je me suis permis de conserver mon téléphone portable à portée de main parce que je voulais attirer votre attention sur la réalité de cette volatilité, à travers l'excellente application faite par RTE. Je ne sais pas si vous avez, qui s'appelle EC2 Mix. Vous avez dans cette application qui est publique et qui est disponible en live l'intégralité de la production et de la consommation française, des exports,
vers où? Du prix de marché en France et du prix de marché à l'étranger. C'est absolument public. Et donc, je peux regarder ce que je fais à l'instant, le prix. Et donc, par exemple, je regarde la courbe du prix spot et je vous montre la courbe du prix spot maintenant. Il est 14 heures aujourd'hui. Donc, depuis ce matin, nous avons commencé avec un prix spot à 34 euros du mégawattheure. Nous sommes montés vers 11 heures à 50 euros. Nous avons débuté cette séance aux alentours de 32 euros. Nous sommes remontés vers 35 euros. Et au moment où je vous parle, le prix spot est autour de 36 euros. Si le CAC 40 avait des fluctuations de 40% toutes les 5 minutes, on verrait la problématique qu'auraient les entreprises à lever des fonds. Donc Dieu merci, ce n'est pas comme ça. Là, c'est le marché spot. Les prix dans les renouvelables sont sur le marché de gros. Il y a certes moins de volatilité, mais elle est moyennée. Nonobstant, ceci est extrêmement représentatif de la réalité de la situation. Donc, quand le prix du marché de gros est à 50, on se dit formidable, les énergies renouvelables n'ont plus besoin de subventions puisqu'on est autour des prix, ou pas très loin des prix, qui ressortent des appels d'offres aujourd'hui. La problématique, c'est que l'année dernière, le prix du marché de gros était à 35. Et l'année prochaine, je ne sais pas, et le mois prochain, et le mois encore d'après, le banquier n'est pas là pour prendre du risque marché, autre que de faire son travail de prêteur et de prendre un risque par rapport à un projet qu'il a analysé. Donc le rôle de la subvention, c'est de lisser cette volatilité. Et c'est la seule manière de lever des fonds privés. Vous m'indiquerez s'il convient de sortir en raison d'une alarme incendie. Donc ça, c'est le premier point. C'est pourquoi la subvention est requise. Ah, d'accord. Le deuxième point, donc le premier point, c'est que la subvention, elle sert à ça. Après, l'autre question, encore une fois, c'est son niveau. Et suivant le type de génération, son niveau peut être plus ou moins adapté. On regarde ce qui s'est passé dans le solaire. La subvention solaire, au début, en France, était de 540 euros du mégawattheure. On ressort des appels d'offres à 50 euros. Donc le prix a considérablement baissé. Et donc le soutien a eu l'effet désiré quelque part, puisqu'aujourd'hui, grâce à l'investissement mondial, les volumes ont divisé par 10 les prix du solaire. Voilà. Donc le soutien est indispensable pour lisser la volatilité. Je pense que ça, c'est le premier message en tant qu'expert qui fait du financement et qui travaille tous les jours avec les banquiers. Je voudrais d'ailleurs dire à ce titre que je me permets peut-être de faire une suggestion à la Commission. C'est que je pense qu'il serait opportun d'écouter les grandes banques, et notamment les grandes banques françaises, qui sont dominantes sur le marché mondial de financement de projets sans recours, que ce soit BNP Paribas, Société Générale, Ocalion, et qui pourront certainement vous donner des chiffres très parlants, et sur l'activité en France, et sur l'activité ailleurs, puisqu'ils sont très leaders dans le monde entier. Donc je me permets de faire cette suggestion, puisque c'est aujourd'hui, pour moi, en tant qu'expert juridique, le juge arbitre. C'est-à-dire, est-ce qu'on a l'argent pour construire et sortir ces projets ou pas? Et est-ce que le banquier va les prêter? Donc il me semblait intéressant peut-être que vous puissiez entendre les banquiers à cet égard. Le deuxième point, c'est la vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le secteur de l'énergie a besoin d'une vision long terme. C'est vrai pour la défense, c'est vrai pour l'éducation, c'est aussi vrai pour l'énergie. Et la vision court-termiste est très, très destructrice de valeur. Donc aujourd'hui, il me semble qu'en France, on a fait des choix de soutien qui n'ont pas été forcément complètement suivis, mis en œuvre avec les moyens autour qui étaient requis, et qu'on n'a pas forcément eu le résultat auquel on était en droit de s'attendre. C'est d'ailleurs quelque chose, me semble-t-il, surtout pour l'éolien, qui alimente beaucoup le lobby anti-éolien, parce que les résultats peuvent être dans certains secteurs décevants, en particulier pour l'offshore. Quand on regarde les appels d'offres qui ont été faits en 2011-2012, je rappelle aussi qu'il y a eu un appel d'offres en 2004, dans lequel il y a eu 11 projets qui ont été soumis, un seul retenu, et qui n'a pas donné lieu à construction, puisque moi j'étais conseil des banques en 2008, il était complètement autorisé. Nous avions un tarif de 103 euros du mégawattheure hors coût public, je dirais, donc hors taxe, hors loyer,
puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les mécanismes existants, on ne savait pas à quel niveau serait le loyer sur le domaine public maritime, ni les impôts qui seraient appliqués à ce type de projet. Et donc, on était à peu près autour du all-in-all de 120 € du mégawattheure. Ce projet n'a pas pu voir le jour, hein, parce qu'à l'époque, le montant était insuffisant. Le montant Était insuffisant. Le montant de quoi? Le montant du tarif aidé qui avait été accordé à l'époque. Appel d'offres 2011-2012, renégociation des prix. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on regarde les appels d'offres qui sortent aujourd'hui en offshore, on est en droit de se demander pourquoi la France paye un tarif si élevé pour ses premiers appels d'offres. Le gouvernement, d'ailleurs, s'en est ému et a entamé une renégociation qui a abouti avec les opérateurs du secteur. Quelques éléments quand même factuels, me semble-t-il qu'il est bon de rappeler, c'est que pour avoir le prix le plus bas, il faut, me semble-t-il, faire concourir les candidats sur le critère du prix, et exclusivement du prix. Quand on regarde les appels d'offres 2011-2012 sur les 5 zones d'origine qui ont été accordées, le prix représente 40% des critères retenus dans le cadre de l'appel d'offres. Donc pour 60%, l'État français a fait le choix, parfaitement légitime bien entendu, de solliciter des candidats, d'accompagner le développement d'une filière, pour autant que le prix, puisque c'était 40% pour la création d'emplois en fait, en France et d'usines nouvelles, et 20% sur le volet environnemental. Donc à partir du moment où nous comparons les projets qui sortent en Europe du Nord avec les projets qui sortent en France, il faut garder en tête que pour 60%, en France, le prix annoncé ne couvre pas le prix du kilowattheure et du projet exclusivement, mais un accompagnement plus global qui avait été sollicité à l'époque par le gouvernement. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le temps coûte, et le temps coûte pour deux raisons. Le temps coûte parce que les autorisations ont des temps limités, donc l'exercice, le fait que 10 ans se soient passés, l'exercice fait qu'il faut redemander des autorisations. L'industrie a considérablement évolué également. Donc l'appel d'offres, par exemple, qui avait gagné en 2005 sur l'appel d'offres 2004, c'était des machines de 5 MW. C'était d'ailleurs aussi le cas dans les premiers appels d'offres. Aujourd'hui, on voit bien que l'industrie a beaucoup évolué. On est dans des tailles de machines très différentes. Mais évidemment, les autorisations qui ont été accordées à l'époque ne correspondent pas à ce type de machine. Donc le temps a un coût, puisque si on reste dans le même schéma, la machine qu'on va installer, elle n'est peut-être pas forcément obsolète. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas aussi performante qu'elle pourrait l'être à investissement égal. Donc, il me paraît important que le cadre légal et réglementaire soit adapté, qu'il y ait une visibilité long terme et des engagements fermes, quelle que soit d'ailleurs la politique qui soit choisie. Je ne suis pas en train de militer que ce soit pour le renouvelable ou pour le nucléaire, mais pour le nucléaire, ce sera encore plus important. C'est-à-dire que s'il est décidé d'y aller, il est évident qu'il faudra trouver des solutions long terme pour assurer, si ce n'est l'État, puisque là, la poche sera sans doute beaucoup plus profonde, même en cas de dépassement, ce qu'on peut voir sur Flamanville, parce qu'on peut voir d'ailleurs sur les 3 réacteurs qui sont en cours de construction, hein, puisqu'on a un triplement ou un quadruplement des coûts de construction des EPR de nouvelle génération, que ce soit en Chine, en France ou en Finlande. Et on a pour le moment 10 ans de retard. On verra si le volume fait qu'il y a une amélioration, s'il était décidé de lancer un programme complémentaire. Mais donc cette question de la visibilité, elle est fondamentale. Parce que même sur un temps court, que sont les énergies renouvelables, court, c'est 20 ans, c'est 30 ans. Et donc, il est extrêmement compliqué, et pour les opérateurs et pour les financiers, de s'engager si des objectifs ne sont pas clairement fixés et si des mesures de mise en œuvre ne sont pas également clairement fixées. L'objectif sans mesure de mise en œuvre et sans moyens n'est pas un objectif qui va satisfaire ni un investisseur et encore moins un banquier. Donc je pense que c'est important de garder en tête cette visibilité. Le secteur des renouvelables a vécu ces 10 dernières années dans une instabilité chronique qui n'a certainement pas aidé à avoir les résultats aussi bons qu'on aurait pu. Par exemple, l'intégralité des arrêtés tarifaires ont été attaqués devant les tribunaux, le 2001, le 2006, le 2008, le 2010. Et un certain nombre de dispositions ne sont pas mises en place. Dernier point, donc pour améliorer le cadre légal et réglementaire, petit point qui peut être modifié tout de suite, garantie d'origine. Aujourd'hui, comme le complément de rémunération a été mis en place en remplacement du tarif, c'est la manière dont la subvention aujourd'hui s'exerce. Le législateur a prévu, à tort me semble-t-il,
que le complément de rémunération entraîne le transfert de la garantie d'origine au bénéfice de l'État, qui a dit qu'il ferait des enchères. Pour le moment, elles ne se sont jamais produites. Je comprends qu'elles seraient peut-être prévues pour la rentrée. La conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises françaises qui ont une RSE forte et qui ont des programmes d'achat, d'investissement et de consommation d'énergie verte importante et déclarée s'approvisionnent à l'étranger, puisque comme la subvention, comme la garantie d'origine suit la subvention et non pas le kilowattheure, une entreprise qui achèterait de l'énergie verte à un parc qui, par ailleurs, bénéficie de compléments de rémunération ne pourrait pas acter qu'elle consomme de l'énergie verte, puisque la garantie d'origine est partie avec la subvention, et donc dans le registre des garanties d'origine, le kilowattheure qui est consommé n'est donc plus vert. D'accord ? Donc aujourd'hui, les grandes entreprises françaises, ADP, La Poste, Danone, Nestlé, Chanel, l'intégralité de ces sociétés se sont positionnées très clairement pour, et évidemment tous les grands consommateurs énergétiques, pour acheter de l'énergie verte directement à des producteurs d'énergie. Ils le font principalement auprès des pays nordiques. Je tiens à dire que la Commission européenne a reconnu la validité d'avoir un complément de rémunération plus une garantie d'origine au bénéfice soit du producteur, soit de l'acheteur de son kilowattheure vert, que la France et l'Allemagne sont les deux seuls pays en Europe dans lesquels ça n'est pas possible, que le paquet énergie-climat qui est sur la table au niveau de la Commission européenne prévoit que c'est possible et pour le moment prévoit une explication sur pourquoi c'est possible dans le texte qui est sur la table depuis plusieurs années maintenant. Je pense qu'il serait bien que la France s'ajuste très vite pour ne pas être le dernier, si ce n'est l'avant-dernier, le dernier pays en Europe derrière l'Allemagne à permettre ce type de mécanisme. Les Hollandais bénéficient aujourd'hui d'un parc offshore sans subvention, pour des raisons très particulières liées à ce parc, dans la mesure où il est à côté d'un autre parc existant, donc il y a des coûts de maintenance, des coûts de raccordement qui sont beaucoup plus faibles. Les Pays-Bas ont fait preuve d'un engagement sans faille, puisque le parc qui est à côté, dont je vous parle, il a été construit en 2005. Donc depuis ce temps-là, il y a un soutien sans faille. Et pourquoi c'est possible ? Parce qu'évidemment, il y a aussi un acteur long terme qui achète et qui sécurise et qui récupère la garantie. Alors il se trouve que là, ils ont pu le faire sans subvention. Il a été indiqué par Ørsted, d'ailleurs l'opérateur, que c'était en raison de ces conditions particulières. Mais pour les autres parcs offshore, là, en Europe, les off-takers sont des entreprises privées qui récupèrent la garantie, alors que la subvention est par ailleurs versée aux producteurs. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces points ou si vous préférez en aborder d'autres. Je suis à votre écoute. Madame le rapporteur. Avec plaisir. Alors techniquement, il n'y a pas d'impossibilité. Une société, aujourd'hui, on a une liberté, on peut se sourcer où on veut, donc une société peut acheter du kilowattheure à un parc éolien ou un parc solaire. Aujourd'hui, en raison de la volatilité à laquelle je faisais référence, sans complément de rémunération, il n'y a aucune entreprise qui va y aller, surtout qu'on parle d'un positionnement à l'achat sur 15 ans ou sur 20 ans. Ça s'appelle Corporate PPA, c'est fait partout dans le monde, sauf en France et en Allemagne. Aujourd'hui, la subvention, elle est requise pour permettre le lissage et s'assurer que, de l'autre côté, le prix moyen auquel s'engage l'entreprise est acceptable, puisque s'il y a une prise de risque de la part de l'entreprise, d'un côté, il y a une visibilité sur les coûts, mais il y a aussi, évidemment, un pari qui est fait sur le prix de l'énergie long terme. Donc, ça n'est pas fait. C'est fait très petitement à la marge, sur des tout petits volumes, dans le sud-est de la France, sur des parcs solaires, où là, on trouve une profitabilité hors complément de rémunération en raison de l'ensoleillement extrêmement important. Ça ne peut absolument pas permettre au marché français de se développer conformément aux objectifs que nous avons souscrits. Donc aujourd'hui, si on veut aider le développement, il est important que les opérateurs puissent avoir un acquéreur qui s'engage à un prix fixe long terme.
Le complément de rémunération a mis les acteurs sur le marché. Donc le complément de rémunération, c'est bien parce qu'il lisse et il assure un filet qui permet aux banquiers d'y aller. Mais en pratique, en raison de la volatilité, personne ne peut prendre le risque de volatilité, c'est toujours le même problème. Les agrégateurs, puisque ce n'est pas un parc de 12 MW qui peut aller tout seul sur le marché, donc en fait, ils contractent avec un agrégateur qui est un professionnel du marché et qui va pouvoir acheter et vendre des volumes sur le marché. L'agrégateur, il n'est pas capable de s'engager au-delà de 3 ans. Donc tous les contrats d'agrégation que nous avons aujourd'hui sont des contrats de 3 ans, voire 4 ans. Les agrégateurs, ce sont des grands acteurs. L'agrégateur, c'est Agrigeo, qui est EDF. C'est Uniper, c'est des gens qui ont un bilan et qui sont capables d'aller sur le marché. Ces gens ne prennent pas de risques au-delà de 3 ans parce qu'on n'a pas de visibilité sur le prix du marché. Donc on serait plus confortable vis-à-vis du banquier si nous pouvions nous présenter en disant « Bonjour monsieur le banquier, j'ai le complément de rémunération pour cette quotité-là sur le M0, et puis j'ai la Poste qui va m'acheter pendant 20 ans mon électricité à tel kilowattheure. » Là, je pense que j'ai une rapidité et une baisse de mon coût de financement qui est assez importante parce que je donne de la visibilité sur mes revenus. Pour pouvoir faire ça, il faut que la Poste le fera seulement si elle peut dire qu'elle remplit ses obligations RSE et que donc elle achète de l'énergie verte. La façon de démontrer qu'on achète et qu'on consomme de l'énergie verte, c'est de pouvoir montrer qu'on a des garanties d'origine. Donc à chaque fois qu'un mégawattheure vert est produit, c'est le système européen, et en France on a un registre, et donc pour 1 mégawattheure produit, d'éolien ou de solaire, il est émis une garantie d'origine. C'est un produit qui se trade, c'est une valeur mobilière. Et donc, on enregistre toute la production verte dans le registre. Donc, on sait combien de kilowattheures ou de mégawattheures verts la France a produit. Ça sert aussi aux obligations de reporting de la France par rapport à ses objectifs européens, pour savoir où on en est par rapport à notre pourcentage de production renouvelable dans le bouquet global, par rapport aux engagements que nous avons souscrits. Et donc, cette garantie, c'est celle qui permet de déterminer si le kilowattheure est vert ou gris. Puisque dès qu'il est dans le tuyau, un électron d'électricité, c'est un électron d'électricité. On ne peut pas connaître sa source. Il est exactement identique à un électron carboné. Donc, ce qui va faire qu'on peut justifier du caractère vertueux de sa consommation, c'est qu'on est capable de démontrer qu'on est propriétaire, en fait, des garanties d'origine en quantité correspondant au volume qu'on déclare avoir consommé en énergie verte. Et ça, c'est contrôlé par un registre. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est que la subvention, donc le complément de rémunération, emporte transfert de la garantie d'origine à l'État, automatiquement. Donc la garantie d'origine devient attachée à la subvention et pas au kilowattheure. C'est ce que je n'ai pas compris, c'est votre garantie d'origine qui suit la subvention dans le kilowattheure. La garantie, à partir du moment où le parc éolien ou solaire produit 1 mégawattheure, j'ai une garantie d'origine, j'ai un certificat qui est émis. Voilà. La question, c'est à qui il appartient. Si j'ai un complément de rémunération, la loi dit, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une modification législative, c'est un petit point de droit mais qui ne peut être modifié que par la loi. La loi dit que c'est l'État qui est propriétaire de ce certificat, de cette garantie d'origine qui a été émise par le parc éolien ou solaire, parce que ce parc est déclaré comme bénéficiant du complément de rémunération. D'accord ? Donc, l'État n'achète pas les kilowattheures. L'État donne un complément de rémunération pour soutenir. Donc derrière, l'opérateur, le producteur, il faut bien qu'il vende sa production sur le marché. Donc c'est ce qu'il fait à travers un agrégateur. Sauf qu'à ce moment-là, il n'a plus la garantie d'origine. Il n'est pas titulaire puisqu'en fait, elle a été émise directement au nom de l'État. Donc en fait, ce que vend le producteur éolien à ce moment-là, ce n'est pas de l'énergie verte techniquement par rapport à nos obligations de reporting et notamment par rapport aux obligations RSE des entreprises. Parce qu'elles ne peuvent pas l'enregistrer dans leur compte à elles. Je vous interromps juste parce que sinon je n'arriverai pas. L'idée, c'est qu'en gros, l'énergie est produite verte, mais parce que l'État a fait le système de compensation, l'énergie verte produite, c'est l'État qui a cette garantie d'origine. Et donc ensuite, les gens ne peuvent pas faire valoir que c'est effectivement de l'énergie verte parce qu'ils n'ont pas le bon kilowattheure
C'est exactement ça. attaché à ça. C'est pas attaché au kilowattheure. De cette énergie verte qu'il a, je veux dire, est-ce que il la valorise autrement Non, éventuellement ce bon il est vendu. C'est un kilowattheure normal. Donc il est passé d'énergie verte à énergie grise, simplement, même si elle a été produite verte. Ouais. Alors, elle est passée de vert à gris uniquement parce qu'on a perdu le certificat qu'il avait en gros. Exact. Et Le d'ailleurs, certificat, il reste donc auprès de l'État, mais qui lui ne le valorise pas. non, alors les opérateurs se sont évidemment plaints de cette situation puisque ça n'a jamais été valorisé. C'est-à-dire depuis 2000, il n'y a pas eu de valorisation. Avant, ça s'appelait le certificat vert, maintenant ça s'appelle la garantie d'origine, c'est la même chose. Ça n'a jamais été valorisé par l'État, puisqu'évidemment l'État, enfin EDF à l'époque, c'était pas l'État d'ailleurs, EDF était propriétaire de tous les certificats verts émis dans le cadre du prix d'achat, puisqu'ils achetaient non seulement le kilowattheure là, mais en plus ils payaient un tarif avec une subvention. Donc il y a tout qui transférait, donc le kilowattheure est ce qu'on appelle les droits attachés. Aujourd'hui, c'est un marché distinct, donc une grosse majorité des garanties d'origine verte qui circulent ou qui sont attribuées à de la consommation verte en France sont techniquement des garanties d'origine qui ont été achetées sur les marchés et qui sont en fait des garanties qui ont été produites par les barrages hydrauliques des pays nordiques. Parce qu'on a décorrélé le kilowattheure de la garantie. Ce qui n'est pas forcément un mal. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en France, c'est le seul endroit où on ne peut pas, si on bénéficie d'une subvention, on ne peut pas conserver sa garantie d'origine ou la donner directement à son acheteur. Ce qui serait l'idée, hein, les producteurs éoliens, ils n'ont pas besoin d'être propriétaires de la garantie d'origine, hein. On pourrait la faire émettre directement au consommateur, donc à la poste, par exemple, dans mon exemple. Aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, le marché du renouvelable, il est sur le marché, conformément à la loi. Il s'est trouvé des acheteurs de kilowattheures gris, du coup, à 3 ans. Et puis tous les 3 ans, il faut recommencer à se trouver une solution de sortie sans prix garanti. On serait quand même beaucoup mieux si on pouvait avoir une vision long terme du prix par un prix garanti par des entreprises qui achèteraient au long cours sur un prix fixe indexé et puis qui pourraient en outre justifier qu'elles consomment. C'est très très important pour les opérateurs français. L'opérateur français aujourd'hui qui fait de la RSE, il est dans une démarche beaucoup plus verte que ce que lui demande la loi. Il veut pouvoir dire qu'il consomme la production du parc éolien qui est à côté de son usine. Il ne peut pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, pour remplir ses obligations, il achète des garanties d'origine sur les marchés où il achète directement du certificat vert, enfin de kilowattheure vert, pardon, qui est fourni par des gens qui ne vendent que de l'électricité verte, mais qui, sauf pour un ou deux d'entre eux qui sont les plus petits, se sourcent de cette façon-là sur les marchés de garantie d'origine. Donc voilà, il y a un petit sujet qui me paraît facile à régler, qui n'est pas un point d'obstacle. Donc aujourd'hui, dans mon cabinet, nous faisons donc ce qu'on appelle des corporate PPA long terme, avec de la subvention en Angleterre, dans les pays nordiques, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas, et je ne peux pas en faire chez moi. Sachant que j'ai le plaisir d'animer une formation au Sénat la semaine dernière, d'ailleurs, sur les corporate PPA, nous avons eu 200 grands acheteurs français. Hein. Par exemple, la grande distribution est extrêmement consommatrice d'électricité, que ce soit Auchan, que ce soit Métro, que ce soit Picard. Je dirais tout ce qui est de... Il n'y a pas seulement les grands producteurs d'acier, hein, qui sont des gros consommateurs d'énergie. Et l'intégralité de ces entreprises se sont fait connaître pour nous demander comment elles pouvaient faire pour acheter de l'énergie verte directement auprès des opérateurs, et notamment à des unités de production proches de leur lieu, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important, non seulement économiquement, mais qui est aussi en fait dans le cadre, je répète ce qu'ils nous ont indiqué, dans le cadre de leur démarche, extrêmement valorisée par leurs propres employés. C'est quelque chose qui permet de comprendre et de faire s'engager, en fait, pas seulement la population locale, mais aussi les salariés du groupe qui sont fiers, en fait, de savoir qu'ils consomment le kilowattheure de telle ou telle unité de production qui est à proximité. Voilà. Alors, pour bien comprendre, les entreprises aujourd'hui, elles sont obligées de justifier qu'elles achètent un pourcentage d'énergie verte ou
Pas du tout, c'est un choix. C'est un choix, mais Alors ça dépend des... qu'on valorise dans la RSE, ou Oui, qu'on valorise en termes de communication, etc., en tout à termes fait. d'image finalement. Tout à fait. Je pense que vous êtes au fait de ce mouvement qui s'appelle RE100, qui regroupe, je ne sais plus parce que ça ne cesse de grandir, mais 150 entreprises qui se sont donc engagées à avoir 100% d'énergie verte dans leur consommation. Donc c'est ça l'objectif. Hein. Et donc du coup, ce mécanisme, si on arrivait à lever ce frein qui semble effectivement assez simple, enfin, législatif simplement, et puis qui finalement revient juste à rattacher le fait qu'une énergie effectivement verte est bien valorisée comme étant verte, finalement, il n'y a pas d'entourloupe, j'ai envie de dire. Non, en fait, il y avait une réticence, pour être complète, excusez-moi, je me permets de vous interrompre, il y avait une réticence de la DGEC sur ce sujet parce qu'il y avait une crainte à l'origine que ce soit perçu comme une double rémunération, complément de rémunération plus garantie d'origine valorisée sur le marché. Ce n'était pas du tout la demande des opérateurs. D'ailleurs, il leur avait été proposé à l'époque de dire non, non, nous, on a besoin de la garantie d'origine pour pouvoir permettre à nos clients de nous acheter. Et d'ailleurs, s'il y avait une valorisation de cette garantie d'origine, on ne trouvait pas idiot que si profit il y avait, pour le moment les prix sont relativement faibles, mais si profit il y avait, on aurait pu imaginer un mécanisme par lequel les profits qui étaient réalisés étaient reversés à la CSPE pour minorer le montant de la contribution, par exemple. Donc il y avait cette crainte qui a justifié la position d'origine. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans la situation dans laquelle on est parce que simplement c'est le schéma qui a été voté et construit. Puisque, entre-temps, comme je l'indiquais dans mon propos au début, la Commission européenne a, dans le paquet énergie-climat qui est sur la table, clairement précisé qu'elle considérerait que la garantie d'origine n'était pas une subvention complémentaire à une subvention existante et qu'elle ne jugerait pas qu'elle créerait une rente indue si elle était laissée au bénéfice du producteur, en plus de l'aide qu'elle aurait par ailleurs validée dans le cadre des procédures européennes. Ce que je comprends pas, et ça peut peut-être vous paraître une question naïve, mais les deux sont complètement différents, c'est-à-dire il y a la valeur énergie et de l'autre côté il y a la valeur de ce bon vert en gros, et les deux ont des vies économiques séparées. Oui. C'est-à-dire que l'un a une valeur en disant j'ai acheté tant comment dire, de médailles vertes, et de l'autre côté j'ai l'énergie. Et les deux sont pas liés, c'est-à-dire que l'énergie verte et les médailles vertes, elles sont finalement chacune dans leur coin vivent leur vie économique. Alors elles peuvent ou elles peuvent pas, ça dépend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me demandez si c'est une valeur, je vous parle de la valeur de marché. Donc aujourd'hui, vous regardez, il y a un marché, hein, des garanties d'origine, et puis bon, suivant la fluctuation du marché, c'est pas énorme, mais bon, comme la demande, forcément, c'est une question, ça marché, hein, donc c'est une question d'offre et demande. Est-ce qu'elle a une valeur? Bien sûr qu'elle a une valeur, la garantie d'origine. C'est tout l'objet. Et il est légitime de penser qu'elle aura de plus en plus de valeur. Donc aujourd'hui, elle ne vaut pas grand-chose. Je pense que la crainte, c'était de se dire, comme nous sommes dans des schémas d'investissement, comme je le disais, 15 ans, 20 ans, la crainte, je pense, était de se dire, peut-être que dans 10 ans, ça vaudra tellement cher que ça serait indu. L'objectif des opérateurs aujourd'hui, c'est pas ça, et des entreprises françaises, c'est pas ça, c'est de pouvoir vendre et acheter de l'énergie verte. C'est pas de s'approprier une valeur s'il devait y en avoir une. Il me semble qu'il y a des mécanismes, comme celui que je proposais, par lequel il est possible de... On avait demandé à EDF de s'occuper de l'obligation d'achat, ce qu'il a fait pendant 10 ans. Il était rémunéré pour le coût que ça lui engendrait de gérer en fait cette obligation d'achat, et le reste était payé par la CSPE. On peut tout à fait imaginer qu'il soit nommé un opérateur qui aussi s'occupe de ça, ou que ce soit tous les opérateurs, celui qui s'en occupe, quel qu'il soit, qui puisse être indemnisé pour le travail qu'il fait de mise sur le marché et qui reverse 100% du reste, sans profit, à la CSPE. Pour moi, ça fait du sens. Là, l'objectif, c'est de pouvoir... Alors, est-ce que ça a une valeur? Oui, parce que quelque part, l'objectif des acteurs et des entreprises, c'est de dire, je veux pouvoir dire que j'achète de l'énergie verte. Donc oui, ça a une valeur. Et clairement, cette valeur, elle est sans doute représentée dans le prix long terme qu'est prêt à payer l'acheteur, qui n'est pas le prix de marché. C'est pour ça qu'on a besoin de la rémunération. Donc tout ça, c'est compliqué à voir. Et puis ça dépend de la vision que vous avez du prix de marché sur 20 ans. Hein. Ça vient du fait que comme au final l'énergie, on ne peut pas la flécher. On ne peut pas la flécher. Nous sommes juste un volume, du coup on va demander aux producteurs d'énergie de générer un équivalent vert. Oui. Et ils achètent
Ils achètent de l'électricité chez les étrangers. Ah, mais, ouais, mais... En fait, ils n'achètent pas forcément l'électricité chez les étrangers, ils achètent l'électricité, ça peut être chez les étrangers, mais ils achètent surtout les garanties d'origine. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis je consomme 100, Ah oui. je consomme 100, je m'engage, moi, acteur, à avoir 30% de ma consommation verte. Donc, soit j'achète à des opérateurs étrangers de l'énergie et des garanties d'origine à hauteur de 30% de ce que je consomme, soit j'achète à mon fournisseur habituel ce qu'il me livre pour 100% et j'achète à hauteur de 30% de garantie d'origine sur le marché. Donc je paye un coût. Oui, mais du coup, l'étranger, il vous vend pas vraiment de l'électricité. Il vous vend juste la garantie d'origine. Il peut faire les deux, mais il D'accord. peut nous vendre que de la garantie d'origine, D'accord. absolument. Mais alors, du coup, si C'est la manière dont s'approvisionne la majorité des gens qui vendent de l'énergie verte aujourd'hui, à commencer par Oui, les grands mais opérateurs. vous me faites peur parce que, si vous voulez, prenons une métaphore qui me permettra moi de me sentir plus à l'aise. Je veux acheter du jambon de qualité. Vous voyez, jambon produit à Bayonne, par exemple. Vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens qui disent, moi j'achète du jambon à Bayonne, mais comme on refuse de me dire que c'est de Bayonne, je demande à du jambon d'Aoste de me vendre la marque Aoste, et donc je mange du jambon de Bayonne, mais je dis qu'il vient bien d'Aoste et que c'est bien un label de qualité. Donc je me dis, donc il y a des types qui vendent du jambon d'Aoste, et qui à côté de ça vendent leur marque d'Aoste. Alors rassurez-vous, il Voilà. n'y a que du jambon de Bayonne. D'accord. Ça s'appelle de l'électron. Mhm. Et donc, l'électricité... Pas de type de jambon. Il n'y a, pas- il y a, Oui. pas- il y a pas de type de D'accord. jambon. En fait, en D'accord. électricité, il n'y a qu'un type. On est d'accord. La Mais seule comment chose est-ce qu'on peut savoir, vendre c'est la source. Oui, mais comment est-ce qu'on peut vendre Comment moi je peux vendre une garantie d'origine sur une électricité que je n'ai pas vendue? Ah non, mais si, vous l'avez vendu. Non, mais si je suis italien, je vends, je produis l'énergie verte, et j'ai un Français qui me dit tiens, moi je voudrais vous acheter des garanties d'origine, et que je ne lui ai pas vendu d'électricité. Si j'ai bien compris ce que vous dites, je lui vends des garanties d'origine, qui d'ailleurs reflètent le fait que par ailleurs il a acheté à je ne sais quel opérateur français effectivement l'électricité verte. On ne triche pas. Mais moi, je lui vends. Qu'est-ce que je lui vends exactement? Parce que moi, son électricité ne vient pas de chez moi, donc. Non, mais c'est pour ça que je trouverais absolument légitime que les entreprises françaises puissent acheter leur électron et avoir la garantie d'origine du parc éolien ou solaire qui est implanté à côté de chez eux. Je suis d'accord. Alors, pour prendre la métaphore, Et tout est du jambon de Bayonne. Ouais. alors en fait, il n'y a qu'une seule qualité de jambon. Il n'y a qu'une seule qualité d'électron. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de différence de jambon, on va dire. Par contre, c'est plutôt l'idée du bien-être animal, en fait. On serait plutôt là-dedans. C'est-à-dire que ça, c'est un truc non tangible de l'autre côté. Allons jusqu'au bout de la démonstration. Et en fait, il y a des gens qui vont dire je valorise ce truc-là à part. C'est-à-dire que les gens qui décorrèlent les deux, ils vont vendre de l'énergie verte comme énergie grise sur le marché de l'énergie grise. Et donc Oui. là, ils ne le valorisent pas. Oui. Ils gardent ce qui était attaché à leur énergie verte produite à part pour le valoriser peut-être à des coûts qui sont plus intéressants en fonction de la Peut-être ou situation peut-être du pas. marché. Mhm. Et donc, du coup, pour eux, l'intérêt, c'est de vendre l'énergie peut-être grise. En fait, ça peut leur rapporter plus d'argent de faire l'énergie grise quand elle est à un prix qui est intéressant et de garder les bons verts de l'autre côté pour un moment donné où le marché est plus intéressant que d'avoir les deux qui sont forcément corrélés, c'est ça? Ça, c'est vrai, mais c'est le genre de pari que vous pourriez éventuellement prendre quand vous avez plus de banquiers dans votre projet et 100% amorti votre projet. Et là, vous faites des arbitrages sur le marché spot. Autrement, vous ne pouvez pas faire ça, en fait. Théoriquement, c'est un peu le mécanisme. C'est exactement Pour ça. séparer les deux, c'est ça? C'est le système mis en place au niveau européen, comme tous les certificats d'ailleurs. Parce que finalement, ce que ça pose comme question, c'est que s'ils ont intérêt à le vendre à part, ça veut dire qu'ils vont perdre la garantie verte sur une partie, parce qu'en fait, il n'y a pas plus d'énergie, enfin de bons verts qui sont produits que d'énergie verte qui est produite. Les deux volumes sont bien Identiques. C'est Oui, les mêmes. oui. Donc ça veut dire qu'ils vont vendre de l'énergie réellement verte comme si elle était grise, en Oui. abandonnant cette plus-value-là pour la garder de l'autre côté. C'est ça. C'est ça. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et il faut évidemment, à partir du moment où Mais on est, c'est intéressant parce que on est en production renouvelable à plus de 70% dans les pays du Nord. Mm. Donc en fin de compte, ils ont un excédent, puisqu'en fait,
ils produisent plus de garanties que Enfin, qu'ils n'ont d'acquéreurs. Donc en fait, c'est Mais comme ça sauf qu'on qu'il en- peut y avoir un mouvement spéculatif. Enfin, Ah, ça tout à fait quand même penser à la tout à fait. finance, si vous voulez. C'est que à un moment donné, on produit de fait. l'électricité dans un but verte, enfin, entre guillemets, pour un objectif environnemental. Il faudrait d'ailleurs débattre de ce qu'on appelle vert, parce que on voit que suivant à quoi vous substituez, je reviens pas dessus. Et on s'aperçoit qu'en réalité, vous avez des acteurs qui ont réussi à faire un commerce dérivé des titres d'origine du produit. Donc en fait, c'est un marché dérivé du bon vert. Alors, ce n'est pas les acteurs, hein, c'est la Commission européenne Oui. et les États membres qui ont mis en place un marché qui fonctionne comme ça. Et donc, je voudrais juste que les acteurs français puissent acheter de l'électron vert à côté de chez eux. D'accord. Et en fait, si je comprends tout à fait bien aussi, ça veut dire que nous, on va produire vert, mais on n'a pas le label qui va avec. On n'a pas le titre, on l'a perdu. Non, mais du coup, là, j'ai bien compris. Je vous remercie. Mais alors, du coup, comme vous avez expliqué qu'il y avait, je dirais, les bons d'un côté, la production verte de l'autre. Aujourd'hui, vous avez dit à un moment donné, EDF ou l'État, ça a été un peu trouble, a la garantie d'origine. Quand c'est une obligation d'achat, c'est EDF qui a. EDF C'est avait l'obligation d'achat, c'était propriété d'EDF. Depuis qu'on est en complément de rémunération, c'est propriété de l'État. D'accord. Donc aujourd'hui, ces bons de garantie d'origine, ils partent où? Est-ce qu'EDF, à un moment donné, récupère, oui ou non, des énergies renouvelables, du fait de l'organisation du système électrique, des garanties d'origine? Non, en tout cas, elles n'ont jamais été valorisées. Attendez, Là, c'est EDF. Attendez, ce n'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce que EDF est propriétaire des garanties d'origine du fait de l'organisation du système électrique? Oui. D'accord. Mais elle À ne les l'époque, pour tous les contrats en cours, Oui, avec tarif d'achat. Donc les Oui. vieux contrats. Hein. d'accord. Enfin, Lorsque ça va être aux appels d'offres, qui va être propriétaire? L'État. L'État. Bon. Donc vous dites que c'est pas valorisable, sous-entendu, pas valorisé, sous-entendu, EDF ne revend pas. Je vous invite alors Parce à que- poser la question. Parce que, Moi, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est Oui. que en tant qu'acteur, en tant qu'expert qui travaille avec les différents opérateurs, je n'ai pas vu de mécanisme de mise en vente ou de valorisation. C'est la seule chose que je peux vous parce dire. que vous voyez bien que c'est un transfert de valeur. C'est-à-dire que si on considère que ces garanties d'origine ont, je dirais, une valeur marchande, ce que vous semblez pointer. Si EDF est propriétaire d'une partie des garanties d'origine, et pour cause, puisque le législateur l'a obligé à racheter l'électricité d'énergie verte. Si demain vous lui dites, on vous enlève cette garantie qui a une valeur, vous pourriez revendre sur un marché, et qu'ils font peut-être, d'ailleurs on ne leur a pas posé la question, quelque part on fait un transfert de valeur. C'est-à-dire que ça revient à, je dirais, à obliger EDF à racheter l'électricité, dans le système ancien, à racheter l'électricité verte, et en même temps on leur dit, et le seul gain que vous auriez pu avoir, qui était que vous rachetiez une électricité avec une garantie d'origine, vous ne pouvez même pas la valoriser. Donc il y a, je dirais, un premier sujet qui est sur EDF, et c'est vrai que jusqu'ici, aucun des opérateurs que nous avons auditionnés, qu'il s'agisse des opérateurs d'énergie verte ou EDF, ne nous a mentionné ce sujet-là. Voilà. Donc, il faut voir qu'il peut y avoir un perdant. C'est-à-dire que si on modifie en tout cas la loi, je dirais, sur la partie ancienne, Non. EDF est perdant. Non. Quand on enlève Le perdant, quelque chose ce sera qui est pas- ça- valorisable, Le perdant pourrait, le cas échéant, s'il décidait de la valoriser, l'État, puisque aujourd'hui, les contrats en cours sous obligation d'achat se poursuivent, et ce sont des contrats qui emportent l'acquisition du kilowattheure. Donc ces contrats ne sont pas intégrés à mon propos. Mon propos touche l'intégralité des capacités additionnelles que nous souhaiterions voir sortir de terre dans le cadre des objectifs. D'accord ? Donc c'est nécessairement des parcs qui sont en complément de rémunération et pas en compilation d'achat. Donc ce sont des parcs dont la garantie d'origine va à l'État. D'accord. Et qui ne remet pas en cause le stock sur lequel est assis EDF et qui peut-être d'ailleurs le vend à ses petits clients, je ne sais pas. Donc réinterpréter, parce que je vais traduire ce que je comprends de vos propos. Vous me dites, moi, ce que je vise, ça n'est pas, je dirais, le système qui existait avant, pour lequel EDF rachetait, donc avec un prix garanti. Ce que je vise, c'est le système nouveau mis en place à partir de 2016-2017 Oui. d'appel d'offres et qui concerne donc l'État. Néanmoins, le problème demeure. L'État, vous savez, est désargenté. Et donc l'État pourrait très bien dire, ben moi, je les revends, ces garanties d'origine. Mhm. C'est ce qu'il a l'intention de faire, en tout cas c'est ce qu'il a annoncé. D'accord. Bon, nous sommes en 2019. Oui.
Mais vous savez, au début des caractères de la Bruyère, il est dit « je rends au public ce qu'il m'a rendu, ce qu'il m'a donné ». Là, l'État qui subventionne allègrement un certain type d'électricité pourrait donc abaisser son coût en disant oui, je vous ai subventionné, vous, éolien, etc. Et la garantie d'origine, elle est à moi, donc je vais la revendre, ce qui va me permettre d'alléger le coût. C'est qu'il y aura bien un transfert de valeur du public vers le privé. Non, parce que, après, peut-être, ça dépend comment vous montez le système, parce que l'idée, c'est que peut-être que on peut trouver un mécanisme par lequel la valeur est reversée à la CSPE. Qui ne sert plus à ça, mais... Ça, je comprends pas le lien avec la CSPE. Oui. Non, mais parce qu'en fait, c'est pour limiter le coût de subvention. C'est-à-dire qu'en fait, à la subvention, à partir du moment où l'opérateur, l'acheteur, qui va consommer cette énergie verte, il fait pas ça pour essayer de se trouver une position marché éventuellement favorable sur la garantie d'origine. Il fait ça pour dire qu'il consomme du kilowattheure vert. Il n'est pas en quête de la valeur de la garantie, il est en quête de sa labellisation. D'accord ? Donc, on peut tout à fait imaginer que l'opérateur, consommateur, ait l'obligation de vendre et de verser le produit de cela, ou d'avoir un agent qui s'en occupe, au fin de venir réduire la subvention. Il y a deux choses là-dedans, en fait. Il y a la labellisation du kilowattheure et il y a la valeur qu'on peut attacher à ça ou pas. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce que vous nous dites, c'est on pourrait rattacher la garantie d'origine, le label vert, au kilowattheure. L'acheteur a donc son label. En revanche, quand il le vend, c'est ça ? Parce qu'il peut le vendre, oui. Il peut le vendre. Dans ce cas-là, il serait obligé de le rétrocéder à l'État. On pourrait lui dire, on le donne via la CSPE. Et puis... Absolument. On pourrait imaginer qu'il y a un organisme, qui pourrait être EDF d'ailleurs, hein, qui se charge de collecter et de céder, comme dans le cadre des enchères, et de remettre au pot de la CSPE l'intégralité des produits à partir du moment où, dans le registre, l'entreprise sera effectivement nommée comme étant la consommatrice du kilowattheure vert concerné. En fait, ça serait moins complexe si on n'avait pas bâti un marché financier dérivé sur l'électricité. C'est-à-dire que, autant je trouve très très bien l'idée de dire je peux produire de l'énergie verte, ce qui est incroyable, c'est qu'on puisse faire commerce de ceci sur un marché dérivé. Enfin, ça me fait penser au C2E, en fait. Hein. Ah, mais alors, justement, c'est la question d'après. Alors, termine tes questions, parce que moi, j'en ai quelques-unes. La question d'après, c'était, je pense qu'en fait, on aura tous les deux d'intérêt au sujet. Moi, je comprends pas très bien les jeux boursiers autour des C2E, en fait. Je comprends pas très bien le marché des C2E sur sa partie boursière, vraiment. Je crois que je ne suis pas compétente pour vous répondre là-dessus, en fait, parce que moi, je fais vraiment du financement de projets sans recours, donc de tout ce qui va être du développement de nouvelles capacités installées, du marché de l'énergie. Je ne suis pas très au fait du CE, qui ne représente pas en fait un marché pour moi, donc je crains de ne pas être à même de vous répondre. Ah, dommage. Je suis désolée. Alors, moi, j'ai quelques questions. Vous avez parlé de la volatilité du prix spot. C'est ça ? Oui. Du prix tout court, d'ailleurs. Du prix tout court. Spot et du prix gros. Cette volatilité, depuis 10 ans, vous diriez qu'elle s'accroît ou qu'elle se réduit ? Je pense qu'elle reste identique, parce qu'en fait, elle a quand même vocation, en tout cas en théorie, à se réduire par l'augmentation du foisonnement. Après, le prix de l'électricité, il est très corrélé à la saisonnalité, à la température et à l'équilibre offre-demande. Donc, je pense que ça fait partie de l'ADN de ce type de marché. Parce que quand vous aviez pas d'énergie renouvelable, Oui. donc avec de la production en base, on pourrait penser que, en tout cas, le coût de production étant stable, le prix de sortie étant stable, après il y a un marché de la demande, mais qu'on pourrait se dire, voilà, on sait quand est-ce que EDF produit. Donc après, on sait ce qu'on ne sait pas, c'est calculer le pic de demande. Enfin, si on a quand même des séries statistiques, donc on arrive à peu près à savoir. En revanche, intuitivement, je me disais, plus on a des énergies intermittentes, et plus la volatilité s'accroît, parce qu'il peut y avoir un moment donné où il n'y a plus de vent, et là, brusquement, le prix augmente, et donc, évidemment, plus les énergies renouvelables pèsent, plus il y a de la volatilité. Est-ce que ça vous semble... Et vous me dites non, parce qu'il y a le foisonnement. Oui. Effectivement, l'argument du foisonnement, c'est l'argument qui est donné par ceux qui disent l'intermittence, finalement, ça n'est pas si grave parce qu'il y a ce foisonnement, dont certains experts nous ont dit il existe au plan statistique,
Mais ce qui est le problème d'un marché spot, c'est qu'on est toujours à la marge. Donc ça nous fait une belle jambe de savoir que statistiquement, le prix sur l'année est de je sais pas, 45 euros du mégawatt. Si, du fait qu'à 22 heures, le 22 février, le prix est monté à 90 et que le 23 février, le 23 octobre, il a baissé à 20. Donc, nous, on est vraiment sur de la marge. C'est ça qui déglingue ensuite le système, enfin, les capacités, qui oblige à réveiller des centrales endormies, etc. Donc, Oui. c'est là où se trouve le coût caché, je dirais, de l'organisation. Oui. Et donc, si vous me dites le foisonnement devrait réduire la volatilité, mais qu'on ne constate pas qu'il y ait une réduction de la volatilité, je pourrais en déduire que du coup, le foisonnement, c'est vrai en statistique, c'est vrai en théorie, c'est pas forcément vrai dans la pratique. Je pense que c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que dans une vision moyennée et lissée, c'est absolument vrai, vous avez raison. Après, à la seconde près, il y a une gestion du réseau à avoir. Ça nécessite. Alors, l'intermittence, elle est réelle. La volatilité, elle est due à la volatilité de la production, sans aucun doute. Elle est aussi, surtout et avant tout due à la volatilité de la demande. Donc, en fin de compte, le rôle central, c'est le rôle d'ajustement de RTE, qui est d'ailleurs. Je suis comme vous, hein, j'entends tout et n'importe quoi sur le sujet. Du foisonnement. Alors les anti-éoliens, ils disent qu'il faut mettre une centrale à gaz derrière chaque éolienne. Moi, j'en sais rien, je suis avocat. Alors ce que je fais, c'est que je lis le seul qui me paraît crédible là-dedans, qui est RTE, et qui dit comment il opère son réseau. Et comment lui, il voit l'intégration des renouvelables dans son réseau et les surcoûts. Je pense que c'est à la personne qui va porter les coûts qui sont liés à cette volatilité à l'intégration des actifs qu'il faut demander quel est le problème, et le problème s'il y a. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder. J'ai vu que RTE a sorti hier, je crois, un rapport avec l'AVER. On voit bien que tout devient smart. Donc on est smart grid, smart meter. On est dans une vraie transition, pas qu'énergétique, on est dans une transition digitale et de distribution de l'énergie avec beaucoup moins de centralisation. Et donc, à ma grande surprise, je lis dans le rapport d'RTE que si on a 20 à 40% de voitures électriques en France, je me souviens plus, en 2035, je crois, ça lui pose aucun problème de réseau. À votre grande surprise ? Oui, puisque en fait, il y a 3 ans, on pouvait lire, alors pas forcément de leur part, mais que la croissance du véhicule électrique allait engendrer des coûts d'équilibrage de réseau extrêmement forts et qu'on ne serait pas capable de les intégrer. Je vous pose cette question parce que vous avez dit, en réalité, l'État doit lisser le marché pour permettre aux banques de prêter. Oui. En partant de la volatilité. Vous comprenez bien quand même que ça n'est pas seulement un sujet théorique de savoir si la volatilité, le fait de développer certaines énergies intermittentes peut accroître la volatilité. C'est que si la théorie du foisonnement est fausse, on s'est trompé, et que en réalité, plus on développe... Alors le solaire, on sait parce qu'il fait nuit, il fait jour. Donc du coup, je dirais, il y a une volatilité, mais là, pour le coup, on peut quand même savoir à quel moment ça manque. Mais quand on est sur de l'éolien, le vent, c'est compliqué à prévoir, donc on nous dit qu'il y a plusieurs foisonnements, très bien. Sauf que si plus on développe le potentiel éolien, il y a de la volatilité. Plus il y a de la volatilité, on doit lisser le marché. Et donc plus les États doivent s'engager pour compenser cette volatilité, ça pose un sujet, ça va en tout cas poser un vrai petit sujet de finances publiques à un moment donné. C'est-à-dire que la limite risque de ne pas être technique, mais tout simplement qu'à un moment donné, l'exposition en termes de risque, je dirais, de finances publiques, pourra devenir important. Voilà. Et donc c'est pour ça que je voulais avoir votre point de vue, puisque étant ni productrice ni budgétaire. Absolument. Donc, cela dit, il faut prendre mes réponses avec réserve sur ce sujet, puisque je ne suis donc pas une spécialiste des finances publiques. Ce que je crois, c'est ce que dit la Cour des comptes et ce que dit RTE sur ces coûts d'ajustement. Est-ce que l'intermittence a un coût ? Sans doute. Est-ce qu'elle a le coût réel des capacités installées ? Clairement pas, parce que est-ce qu'il y a du foisonnement ? Oui. D'ailleurs, à mon niveau, je ne comprends même pas qu'on se demande si le foisonnement est une théorie ou pas. La question, c'est jusqu'à quel point ça fonctionne ou pas. RTE équilibre son réseau en permanence, chaque seconde, tous les jours et toutes les nuits que Dieu fait. Et donc, il suffit de regarder la manière dont il le fait. Il utilise ce qu'il a.
effectivement, de temps en temps, il va déclencher un groupe d'urgence, mais surtout, il va utiliser les interconnexions, par exemple. Et donc, on est sur une plaque électrique en Europe qui, par le smart grid, ne va faire que se développer. Donc, on voit bien que le coût de l'intermittence, je ne suis pas capable de vous le chiffrer. Il est sans doute pas neutre, il est sans doute pas si important que ce que certains veulent le dire non plus, de part de l'existence du foisonnement. C'est le premier point. Deuxième point, moi, ce qui me frappe dans l'industrie dans laquelle je travaille depuis 20 ans, c'est à quel point ça a changé. Et donc, aujourd'hui, comme je le disais, hein, la France a mis en place un système de soutien pour le solaire à 540 € du mégawattheure. Aujourd'hui, le prix, il est 10 fois inférieur. C'était pas en 1912, c'était il y a 10 ans. Okay. Aujourd'hui, on met en place du stockage, on met en place de l'hydrogène. On n'a pas de solution économique aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas de solution économique en France. Je pense que, je fais une petite aparté, il est intéressant, je pense, de garder en tête la spécificité de la France, puisque, en gros, en France, on est avant, quand j'ai commencé à travailler, on était à 80, maintenant on est à 70% de nucléaire à peu près. Hein. Et à peu près 15% d'hydro, et puis le reste en renouvelable et autres. Le reste du monde, c'est à peu près 18% de nucléaire. Donc le complément, il est fait autrement. Il est fait avec du charbon, il est fait avec du fioul, il est fait avec du renouvelable, il est fait avec tout un tas d'autres choses. Donc, vous m'avez demandé si, à départ de bouquets énergétiques différents, la même solution donnerait le même résultat. La réponse est non. D'ailleurs, il suffit de regarder la France et l'Allemagne. Nous avons beaucoup de nucléaire, ils ont beaucoup de charbon. On ne peut pas forcément mettre en place tout le temps les mêmes solutions. C'est d'ailleurs assez intéressant de regarder la manière dont on s'entraide en permanence d'un point de vue électrique. Donc on leur en vend du kilowatt nucléaire et nous achetons du kilowatt charbon. Ça, c'est la réalité, je dirais, physique par rapport à des solutions différentes. Je crois que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en dehors de l'Europe et des pays de l'OCDE, la question de la subvention n'existe pas. Les énergies renouvelables sont toutes à parité réseau depuis bien longtemps, dans le reste du monde. Je suis co-gérante du bureau de CASA. Aujourd'hui, la production solaire au Maroc, elle est 6 fois moins chère que la production thermique, charbon, et 3 fois moins chère que la production thermique. Point. Donc les programmes qui ont été développés là-bas, c'est des programmes solaires à concentration stockage. Aujourd'hui, dans le projet dont je m'occupe actuellement, il y a 8 heures de stockage. Donc, alors c'est du solaire à concentration. Hein. En gros, il y a un liquide caloriporteur qui est de l'huile ou des bains de sel. On chauffe, ça fait bouillir de l'eau et avec ça, on turbine. Donc la réalité de la situation, c'est que quand il fait nuit le soir à l'heure de pointe au Maroc, on a créé de l'énergie de base avec du soleil. On n'a pas le même système. Ça représente quel pourcentage du mix électrique? Alors l'objectif 2020, on y est presque au Maroc, c'est 42%. L'objectif 2030, c'est 53% de capacité installée renouvelable. De capacité installée, mais ça fournit 50% de l'électricité? Ah non. Ah. Non, mais pas mal, parce que si je prends le taux d'ensoleillement du Maroc, si je dis, quand je prends une CSP, je sais pas, ils ont du soleil 12 heures par jour, ils ont 8 heures de stockage, il y a suffisamment de soleil, parce qu'on est à Ouarzazate, en l'occurrence, sur le projet, pour non seulement alimenter le réseau, mais alimenter le stockage en même temps. Donc on voit bien qu'on commence à aller vers des solutions qui ne sont pas pour la France en raison de notre niveau d'ensoleillement pour le moment, très clairement. Mais le marché de l'énergie n'est pas un marché français. Le marché de l'énergie est un marché mondial. Par exemple, Ørsted était partenaire d'EDF dans les appels d'offres 1 et 2 et est parti. C'est le premier opérateur d'éolien offshore mondial. Il est parti parce que la France, c'était trop compliqué, c'était trop cher, ça ne sortait pas, et que ses capitaux propres étaient sans doute mieux investis ailleurs. Ils sont d'ailleurs en train de sortir le premier parc éolien offshore aux États-Unis. La compétition d'équipement, la compétition de capitaux et de financement, elle est mondiale. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le défaut d'attractivité fait que les machines, les fonds et les opérateurs, ils investissent ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, Total, qui est dans une transition très forte, et Engie, ils sont dans des investissements très. Alors, c'est un peu contradictoire parce que vous disiez que justement, chaque pays avait son mix énergétique. Oui. Donc, du coup,
est-ce qu'il faut se dire, comme nous sommes singuliers, nous avons notre propre chemin de transition énergétique, ce qui supposerait de ne pas copier l'Allemagne, Oui. de peut-être d'ailleurs de se demander si au plan européen c'est intéressant d'avoir des mix énergétiques différents, parce que, imaginons que, je prends un exemple, tout le monde fasse de l'éolien à 40%, le jour où il y a une panne de vent en Europe, Ça n'arrive RTE, pas parce qu'il y malgré a tout son des talent, façades maritimes différentes en fait. Mais bon, je ne suis pas disons, climatologue. je sais, mais alors, j'ai un exemple qui vous avait été communiqué. C'est-à-dire, le sujet, c'est toujours, je prends l'exemple de la finance, si vous voulez. Statistiquement, vous avez des hausses, des bases de la bourse, etc. Et ça ne pose pas de problème à 99,99%. Le problème du secteur électrique, c'est que d'abord, il y a des interconnexions. Et donc, comme vous le dites, il suffit qu'il y ait un problème en Europe pour que ça se communique à toute l'Europe. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe les 30 secondes ou la minute où vous n'avez pas l'offre en face de la demande, pas de rapidité suffisante et où vous risquez un blackout total. Parce que là, les conséquences économiques, elles sont énormes. Bon. Et donc, c'est en ça que j'essaie de comprendre dans votre argumentaire, parce que vous semblez à la fois plaider, dire, ben non, chaque pays a sa voix, etc., et en même temps, on ne fait pas comme les autres, et donc attention, parce que du coup, les capitaux vont ailleurs. Donc, non, je pense qu'il ne faut pas faire comme les autres, effectivement. Chacun a besoin de suivre sa voie. Dans tous les pays émergents, les renouvelables sont très, 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 très profitables parce qu'il y a des expositions au dollar sur le pétrole, sur le fuel, sur le gaz. Et que donc, voilà. Moi, je partage votre avis. Je trouve que le mix, il devrait être européen. Mais ça, c'est une question d'indépendance nationale. Et donc, c'est compliqué aussi de se dire qu'on va le faire comme ça. Donc, ça c'est notre sujet. Après, la question de choix, elle est très différente suivant la situation. On a 1,3 milliard personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. Il y a plein de pays dans lesquels l'intermittence n'est pas un sujet. Le sujet, c'est est-ce que je peux avoir un peu d'électricité de temps en temps. Donc, il est légitime que ces gens, d'ailleurs, il n'y a aucun de ces gens, et les grands pays ne font pas de nucléaire, pas parce que d'ailleurs, parce qu'ils ne vont pas construire des réseaux leur taille, c'est trop long, c'est trop lourd, c'est trop cher. Donc voilà. Ça dépend du pays et la réponse est très différente. Ce que je dis, c'est que s'il y a un opérateur dont on a besoin en France en termes d'investissement, qui a d'autres marchés, si on n'est pas assez attractif, il ne viendra pas chez nous. Après, ce n'est pas moi de déterminer quel est le marché. Après, ce qui me semble juste de dire, c'est que, quel que soit ce qu'on pense de l'éolien, du nucléaire, etc., il me semble que, comme je l'ai dit, c'est une vision long terme, et c'est une vision encore plus long terme pour le nucléaire. Et donc, je ne suis pas sûre que le débat qu'on ait est toujours adapté, parce que le développement d'une centrale nucléaire, ça prend 10 ans, et sa construction, ça prend 10 ans. Ça, c'est la durée de vie d'un parc éolien ou solaire. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a 10 ans, on installait des machines qui faisaient 1 mégawatt. Aujourd'hui, on voit bien la performance et l'accroissement de la production, quelles que soient d'ailleurs les énergies trouvées. Et on voit un développement mondial du stockage. Il me semble pas déraisonnable de penser, au regard de ce que je viens de vivre les 10 dernières années, que de penser que d'ici 10 ans, j'ai trouvé une solution à un coût acceptable, parce que c'est le seul truc qui est intéressant, on est là pour avoir du prix pas cher du kilowattheure, qu'on va pouvoir intégrer. Je m'interroge donc de l'opportunité de m'engager dans une technologie aussi fiable soit-elle, et elle l'est, qui m'emmène à 60 ans, dans 20 ans, donc à 80 ans, parce que c'est à peu près ça. Et est-ce que d'ici 80 ans, je pense qu'on n'aura pas trouvé d'autres solutions ? Je suis sûr que si. Il suffit de regarder, par exemple. Enfin, moi, je suis convaincue que la grande révolution de demain sera l'hydrogène. L'hydrogène, ça va pas être économique tout de suite. Il va falloir faire des grandes flottes, etc. D'ici 10-15 ans, quand on a Air Liquide, Engie, et ça va dépendre de la survie de tous ces grands groupes. Je pense que donc le contribuable français, il a peut-être pas besoin de s'engager sur 80 ans. Certes, mais dans le domaine énergétique, moi, je peux comprendre que les gens aient des convictions, des prévisions statistiques là aussi. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a 10 ans, lorsqu'on faisait les projections du pétrole, on expliquait que dans 10 ans, c'est-à-dire en 2020, les États-Unis seraient importateurs nets de fossiles. Aujourd'hui, ils sont exportateurs de gaz de schiste dans le monde entier. Ils vont être en 2020, ils vont être le plus gros exportateur mondial devant l'Arabie Saoudite. Bon, donc, si vous voulez,
c'est là où, si vous voulez, il faut modérer, parce que si j'avais fait un calcul économique il y a 10 ans, et que j'avais eu du pétrole, par exemple, j'aurais dit, bon, je vais faire du pétrole, parce que dans 10 ans, les États-Unis seront importateurs nets, et je leur vendrai mon pétrole. En matière de technologie, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'à un moment donné, on va trouver le stockage. La question, c'est à quel moment, quand vous voyez d'ailleurs comment un téléphone portable, une batterie de téléphone portable peut se décharger alors que ce sont des quantités assez faibles, pour des gros stockages d'une ville, on peut imaginer que le sujet est un peu plus complexe. Et donc, effectivement, la question, c'est l'incertitude. Mais on l'a sur beaucoup de choses. Oui. On l'a sur tous les sujets. On l'a sur la fusion nucléaire qui vous explique que c'est dans 40 ou 60 ans. On l'a sur l'hydrogène qui vous explique que c'est la révolution de maintenant et que donc il ne faut pas faire du véhicule électrique tout de suite parce que vous comprenez, on ne pourra pas se payer deux types d'infrastructures. Vous l'avez sur le gaz qui vous dit l'hydrogène c'est bien, mais nous on a quelque chose qui est immédiatement. Sur les biocarburants qui vous disent mais nous on a les algues et vous verrez la révolution de la mobilité. Peut-être que dans 5 ou 10 ans on pourra produire des biocarburants verts de manière infinie. Donc nous, à un moment donné, vous êtes obligé d'établir une stratégie qui à défaut d'être réversible, est suffisamment flexible pour encaisser les chocs de technologie. Alors avec le risque qui est la jurisprudence Minitel, et le risque inverse qui est la jurisprudence, je mets tous les œufs dans le même panier. Je dis en 2019, moi je suis persuadé que le stockage électrique, c'est bon, dans 10 ans ce sera. Du coup, j'arrête par exemple la recherche, parce que le nucléaire c'est un peu stop and go. Et donc dans 10-15 ans, ah ben non, finalement, c'est pas maintenant, c'est dans 20 ans ou dans 10 ans. Et du coup, vous avez un petit problème de tuilage. Mais je voudrais quand même vous poser, parce que vous avez dit une chose très intéressante. Vous avez dit le nucléaire se fait en financement sur fonds propres parce que ça coûte trop cher, contrairement aux ENR qui, elles, se font sans recours aux fonds propres, donc avec, je dirais, de l'endettement privé. Ouais. Ici, la DGEC nous a dit, si ça continue, parce que la question, c'est aussi la question du subventionnement. Bon. Donc j'en profite pour vous poser deux questions en même temps. La première question, c'est est-ce que finalement, vous qui voyez, parce qu'on a l'un des problèmes aussi qu'on a, c'est que bon, l'acceptabilité politique sur le financement de la transition énergétique, on commence à toucher les limites. Je veux dire, on prélève 7-8 milliards par an. Je doute qu'on puisse expliquer aux Français qu'on va prélever le double sur leur automobile, parce que vous comprenez, on n'est pas sûr de savoir s'il faut investir sur les éoliennes ou sur l'hydrogène. Il va falloir faire des choix. Donc, l'une des questions, c'est de savoir s'il faut considérer, par exemple, que l'éolien ou le solaire, comme vous le dites, c'est très compétitif dans d'autres pays. Donc maintenant, on arrête et on va mettre le financement ailleurs, avec le risque de faire une erreur et de tuer une industrie naissante. Donc, première question, est-ce que vous pensez qu'il est temps d'arrêter le système de financement ? Vous avez plutôt plaidé pour la stabilité. Alors, je comprends bien l'intérêt de la volatilité, mais au plan économique, est-ce que vous avez de vos comparaisons des éléments ? Et la deuxième chose, la DGEC nous a dit, mais surtout n'y pensez pas, car au train où ça va, dans quelques années, le nucléaire devra émarger, peut-être lui aussi, à ces mécanismes d'aide via le marché. Ce qui semble contredire votre argumentation, où vous dites, en fait, le nucléaire, c'est quand même à part. Donc vous oubliez les banques qui viennent sur des projets comme ça, c'est sur fonds publics, et qui permettrait d'écarter cet argument en disant, en fait, il faut séparer les deux modèles de financement parce qu'ils ne sont pas comparables. Je dois vous avouer que je pense que le nucléaire, ce n'est pas une activité comme les autres, et que du coup, le secteur privé, vous ne trouverez aucun assureur, aucune banque qui accepte de s'investir pour 50 ans sur un projet avec des risques, avec un danger qui est évidemment important, même s'il y a des risques qui sont maîtrisés. Voilà, donc deux questions qui sont liées. Comment voyez-vous les choses ? Effectivement, je crois que j'avais commencé à répondre à la question 1. Le financement de projet, ça se fait que sur des actifs qui s'autofinancent et qui donc ont une visibilité sur le retour. Donc, ce n'est pas des actifs qui sont au marché. Il y a un certain nombre d'acteurs qui pourraient éventuellement prendre ce risque avec des gros bilans. Comme je vous le disais, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui peut se permettre ça. Il n'y a personne qui le fait, ni en France, ni ailleurs. Dans les pays où je n'ai pas de subvention, j'ai un contrat long terme d'achat. C'est toujours la même question. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive à trouver des financements. D'abord, dans les pays en voie de développement, les financements, ils sont faits par des banques qui ne sont pas des banques commerciales. Donc, ça ne permet pas de taper dans la même poche privée
qui est importante au niveau mondial de cash, ce sont les banques de développement. Donc, au PKFC, les Américains, l'AFD, Proparco, la Banque européenne d'investissement. Donc, dès qu'il y a du risque dans des endroits où il n'y a pas les systèmes de sécurité qu'on a aujourd'hui, les réseaux existants, etc., il n'y a pas, il n'y a pas de financement de projet sans recours. Il est fait sur le même modèle, mais il est fait par des banques publiques. En tout cas, qui investissent de l'argent public. Peut-être en Europe, parce qu'on ne peut pas vraiment se comparer honnêtement avec le Mali. Mais voilà. En Europe, je veux dire, de ce que vous voyez... En Europe, on est tous. En Europe, la manière dont on l'a mis en œuvre, il est spécifique à chaque pays membre, mais on est tous dans le cadre de la même législation et on est financé par les mêmes banques. Oui, mais est-ce qu'il y a toujours des mécanismes de prix garanti? Bien sûr. En anglais, de chiffre d'affaires garanti plutôt d'ailleurs. On a le Contract for Difference au UK et à ma connaissance, il n'y a aucun des pays qui est au prix de marché. Alors on nous a dit ce matin justement que la Grande-Bretagne avait de mémoire cessé ses aides à l'éolien, non? Oui, à l'éolien terrestre, que la Grande-Bretagne l'avait arrêté. Je sais pas. Vous n'avez pas ça me... Bon, après, c'est pas mon marché personnel, c'est-à-dire que moi, je suis en charge de la practice, mais j'ai une grosse équipe à Londres qui s'occupe de ça. Sincèrement, je suis surprise de ce que j'entends. D'accord. Vous ne connaissez pas de... Il est possible que ce soit prévu dans le temps. D'accord. Parce qu'il y a deux systèmes quand même de stabilité dans le processus. Pour celui qui produit l'électricité verte, il y a, je dirais, le prix où l'État investit, et puis après, il y a le fait d'avoir un acheteur. L'une des questions que je me pose, c'est à partir du moment où on m'explique que c'est compétitif et mature, et où visiblement il y a des pays où ça sort à des tarifs plus bas, pourquoi est-ce que l'État ne sponsorisera pas quelque chose qui lui coûterait moins cher, de trouver un moyen de dire à la Poste, écoutez Poste, achète l'électricité qui est produite par tel champ d'éolien, qu'on peut valoriser, voilà, comme ça, je sais que j'ai mon client à un prix garanti, mais ça n'engage pas... Alors la Poste, c'est un peu particulier, mais si c'est un opérateur privé, ça n'engage pas les finances publiques. Il y a ADP aussi qui se positionne, la SNCF. ADP, oui, mais alors ADP, on ne sait plus si c'est public ou privé, cher madame. Ça va. On n'a pas forcément d'ailleurs les mêmes réponses dans cette équipe. Mais le peuple va trancher, j'espère. D'accord. Donc du coup, est-ce qu'on a besoin de ceinture et bretelles, si vous voulez? Parce que en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a vous réclamez deux systèmes d'assurance. L'assurance par le tarif, la différence de prix portée par l'État, plus la longévité dans l'achat par celui qui va acheter l'électricité. Oui. Et est-ce qu'on ne peut pas avoir juste les ceintures? Non, on enlève l'État ne vous garantit plus rien. En revanche, on vous aide. Ça c'est l'objectif ultime, tout à fait. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun opérateur qui va acheter sans complément de rémunération et qui va acheter pour la totalité du prix. C'est ça que je ne comprends pas, parce qu'on me dit que les prix baissent. Oui. Qui sont que la filière est mature. Donc, si elle est rentable, d'accord, il peut y avoir une variabilité. C'est tout le problème. Oui, mais une variabilité, c'est tantôt haut, tantôt bas. Oui. Donc je veux dire, certes, il y a des moments où on y perd, mais il y a des moments où on y gagne. Donc, qu'est-ce qui fait, si vous voulez, que... Ça, c'est une position d'opérateur. Oui. C'est pas une position de banquier. Le banquier, il a besoin d'un cash flow qui permette de s'assurer du remboursement de la dette à des échéances précises. D'accord. Du coup, j'ai une question... Après, est-ce que j'ai des opérateurs privés qui seraient prêts à prendre ce risque? J'ai aucun doute. Mais le problème, c'est comment on finance. C'est ultra capitalistique. Bon, ben alors dans ce cas-là, j'ai une question encore plus dure. Pourquoi est-ce qu'on a laissé le secteur privé s'emparer de ceci? Pourquoi est-ce que, si vraiment c'est fortement capitalistique, que l'État doit garantir, pourquoi est-ce que c'est pas tout simplement de la même manière qu'on a un EDF qui fait du nucléaire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas uniquement des opérateurs publics qui montent ces projets? Je pense notamment, peut-être pas pour le petit solaire, mais dès qu'on dépasse une certaine dose, compte tenu de la variabilité, de l'incertitude, du fait que les banques privées sont timides, pourquoi c'est pas public? Puisque si à la fin, il faut de toute façon que l'État vienne en nounou par-dessus pendant de très longues années l'aider, c'est pas vraiment uniquement l'initiative privée. Vous voyez? Je pense que l'État n'a pas les moyens ni la compétence de le faire. C'est-à-dire que développer ce genre de projet demande du temps, de l'intégration dans les territoires. Ça, c'est le premier point. Je ne suis pas sûre que l'État ait vocation à être lui-même producteur d'électricité. Pas directement, mais en concurrence avec il l'est par EDF. D'ailleurs. Mais ouais, voilà. Oui, tout à fait. La réponse, c'est la même que pour les PPP. Je pense que l'État n'a pas les moyens et qu'on a d'autres besoins que ceux-là.
C'est tellement vrai que même sur les actifs publics, comme les hôpitaux, les écoles, les frégates, etc., l'État, par le mécanisme du PPP, fait financer ses propres infrastructures stratégiques par les banquiers privés en financement de projets sans recours. D'accord. Alors après, Ça dégage toute cette trésorerie du budget de l'État. oui, avec un Alors, coût, il y a une garantie. Hein. avec un coût in fine, parce que les Oui, PPP, c'est compliqué. Mais après, je voulais vous poser une question sur le modèle capitalistique des entreprises de l'éolien. Ce matin, nous avons eu une audition où on nous a expliqué en substance, j'essaie de résumer, une entreprise qui s'appelle RES, que je connais bien puisqu'elle est dans mon département. Alors, il y en avait d'autres, mais je vous cite celle-ci. Capital initial, 10 millions d'euros, c'est ça ? Le fait que, finalement, il y a un modèle de chiffre d'affaires garanti par des moyens divers variés lui permet, à un moment donné, de créer une seconde entreprise qu'elle valorise par, je dirais, le fait que l'État s'est engagé, quelque part, à garantir le prix. Et donc, elle met, elle valorise ceci à 245 millions d'euros. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée une entreprise de 45 millions d'euros. Les 200 millions d'euros, elle ne les met pas forcément dans l'entreprise fille. Alors, je ne sais pas si elle est fille ou cousine. Voilà. Et en disant, je fais tout ça de mémoire, mais merci Madame le rapporteur. Et en disant, ben, finalement, cette entreprise, son actionnariat après part à l'étranger. Il y a beaucoup d'opérateurs privés qui, finalement, avec des capitaux de base encore plus faibles, quelques milliers d'euros, parviennent finalement à se retrouver largement bénéficiaires d'un système de dette publique. Et ensuite, une partie de cet argent part dans des paradis fiscaux, et peut-être même d'ailleurs dans des circuits plus douteux alors il citait notamment l'Italie, où c'est la mafia qui à un moment donné a investi, je dirais, le marché. Donc, vous qui êtes dans une position un peu stratégique par rapport à là-dessus, premièrement, qu'avez-vous à dire sur le modèle de structuration? Alors, je prends cette entreprise, je ne la vise pas particulièrement, mais est-ce que ça vous semble choquant, finalement, que dans le domaine de l'éolien français, on ait des rentabilités on est je dirais, une rentabilité qui est égale à 220% du capital social et une rentabilité un rendement aux actionnaires qui soit supérieur à 8%. Est-ce que ça vous semble choquant? Première question. Deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il y a deux types d'entreprises dans l'éolien et que ce n'est qu'une partie de l'écosystème? Est-ce que vous pensez enfin qu'il y a une partie de cet écosystème qui aurait des liens douteux ou qui aurait des financements douteux? D'accord. Je n'imagine pas que l'objet de cette commission soit de balancer, mais je m'attelle à répondre à vos Balancer, entre guillemets, des opérateurs, n'hésitez pas. Hein. Tout sera consigné au compte. ce que je crois, non, sérieusement, ce que je crois, c'est que c'est un métier, c'est une ligne d'activité, et qu'elle génère un certain nombre de fantasmes, qu'elle génère des profits, qu'elle génère des pertes aussi, et que ça dépend de quoi on parle. Alors, est-ce qu'il y a un type d'opérateur ou plusieurs types d'opérateurs, ou deux, ou il y en a plusieurs en fait. Il y a d'abord la population des gens dont fait partie RES, mais parce que RES à l'origine c'est un bureau d'études qui a été ensuite acheté par le groupe McAlpine. Donc ce sont des gens qui font du développement. Le développement, il est assuré en France et ailleurs dans le monde par des toutes petites structures et des gens qui sont ancrés dans le territoire dans lequel ils développent. Les gros sont assez handicapés pour faire ce type de démarche. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, comme ils ont des besoins de croissance importants, ils achètent en ce moment énormément sur le marché, Total, Engie et d'autres, des développeurs pour pouvoir récupérer le pipeline qui est en cours de développement. Au départ, c'est quand même beaucoup, encore une fois, d'approche du territoire, d'intégration. Il y en a des acteurs qui sont très attachés à ça, comme Valorem, par exemple. Donc ça, c'est une population de développement. Ces gens, ils n'ont absolument pas les moyens financiers de pouvoir ensuite développer, enfin construire ce qu'ils ont développé. Donc en général, ils le vendent à quelqu'un qui aura les moyens et la stature aussi financière d'aller voir un banquier. Voilà. On a un certain nombre d'acteurs de petits comme ceux-là. Et ensuite, il y a les très gros, donc qui ont du mal à faire du développement et qui rachètent beaucoup de pipelines et qui se font des grands portefeuilles.
je dirais en très gros. Et là-dedans, on a des utilities, beaucoup, et puis on a des gens qui sont spécialisés dans le secteur et qui ont bien grandi. On a beaucoup d'étrangers, ce qui génère une sorte de racisme économique qui me stupéfie. Je crois que le président Giscard d'Estaing parlait devant l'Institut Montaigne du lobby germano-danois, parce que ces deux pays ont soutenu depuis le début les énergies renouvelables et donc ont permis l'émergence d'une filière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont dominants dans le monde des équipementiers. Donc oui, il y a plusieurs types de gens. Ils gagnent leur vie différemment, puisque donc soit ils développent pour leur compte, ils construisent, ils exploitent, soit ils développent et ils vendent. Donc là, les modèles sont différents. Pour votre question sur le capital social, en fait, les fonds investis ne le sont pas par le capital social. D'ailleurs, je ne connais pas le statut de RES à l'heure actuelle, mais il se trouve qu'en France, on a une autre spécificité que le nucléaire, qui est assez handicapante, qui s'appelle le statut des industries électriques et gazières, et qui sont donc la contribution à la retraite des fonctionnaires de cette industrie. Donc, si vous avez le code NAF dans votre création d'entreprise production d'électricité, ce qui est le cas de l'intégralité des sociétés qui portent de l'éolien et du solaire aujourd'hui, vous ne mettez pas vos salariés dans cette structure parce que les coûts sont simplement complètement anticompétitifs par rapport à ce que vous portez ailleurs comme coût pour ces salariés-là. Donc en fait, tous les salariés, ils sont dans la société mère, qui est en général la société de développement, et qui a la convention collective Syntec, et qui donc contribue de manière tout à fait normalement à ce qu'elle doit au titre des différents organismes. Donc, les maisons mères n'ont pas besoin d'être ultra capitalisées, puisqu'en fait, ce sont les sociétés de développement. Ensuite, comme je le disais, le fait de faire un financement de projet sans recours, c'est l'investissement 100% dans la structure et le repaiement exclusivement par les produits de l'actif. Donc, la manière dont on fait ça, c'est qu'on isole cet actif. Donc, on va dire, l'actif, il vaut 30 millions d'euros. Je mets toutes les autorisations dans une structure toute neuve que je crée. Je mets un peu de capital. En fait, on s'en fiche de ce qu'on met. De toute manière, en général, les fonds propres vont être apportés en compte courant d'associés et pas en capital. D'accord ? Et donc, on a cette espèce de petit vase clos qui est la société de projet, qui est en général une filiale à 100%. Hein. Mais comme il n'y a pas de recours, elle est isolée. Donc on a en fait toute la valeur qui est dans la structure que contrôle le banquier, puisque dans la documentation de financement, il a un droit de regard sur l'intégralité des documents de projet, on ne peut rien toucher, il contrôle les flux sur les différents comptes bancaires, etc., pour s'assurer que sa dette est remplie. Donc dans ce type de structuration, un développeur est donc en général structuré avec une société holding et en dessous tout un tas de filles qui sont en fait des sociétés de projet qui portent des actifs soit en développement soit en production. La valeur, elle est évidemment dans l'équipe qui a eu la compétence de le faire, mais la valeur économique de l'actif, il est dans la société de projet, qui est capitalisée ou pas. C'est-à-dire qu'après, d'un point de vue droit des affaires et droit des sociétés français, les fonds propres, c'est soit du capital, soit des comptes courants d'associés. Donc en général, c'est des comptes courants d'associés. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus flexible par rapport aux besoins. Et que souvent, par exemple, la banque, elle vous dit, bon, moi, je veux bien mettre 80%, mais si vous mettez 20%, mais en même temps que moi, par exemple. Donc, si je tire 10 millions sur la dette bancaire, hop, j'alimente le compte d'actionnaire. À ce moment-là, je ne suis pas obligé de mettre 100% des fonds propres au début de la construction. Je vais injecter l'argent de l'actionnaire parallèlement à l'argent de la banque. C'est beaucoup plus souple que de faire des augmentations de capital, qui requiert en droit des sociétés un certain formalisme. Donc la capitalisation, pour moi, n'est pas un critère. La question, c'est combien de personnes ont travaillé pendant combien d'années pour pouvoir développer ce qui a été vendu et quelle est la marge qui est faite. Est-ce qu'elle est légitime ? Ou est-ce qu'elle est... De toute manière, il me semble qu'elle est légitime parce qu'elle a été faite dans le cadre d'un marché sous réserve de ce que vous indiquez, parce qu'il est vrai qu'il a été dit qu'en Italie, la mafia en fait avait développé et financé des énergies renouvelables dans le sud de l'Italie pour faire du blanchiment, et donc en fait il n'y avait pas d'équilibre économique dans les projets, mais ça permettait de blanchir de l'argent issu de leurs autres activités. Pour le reste, j'ai en particulier RES d'ailleurs, qui est un acteur, je pense, extrêmement respectable, j'ai pas été confrontée à des sujets de cette nature-là. L'argent qui est fait légalement, et les profits qui sont faits,
le sont légalement. La question après, c'est est-ce que le soutien était tellement important qu'il est trouvé par le gouvernement ou par le citoyen que le profit réalisé est excessif. Alors le profit, en fait, c'est compliqué parce que ce qu'on connaît, c'est le coût de l'équipement à un moment donné. L'équipement, il coûte un prix à un moment donné. Après, le coût du kilowattheure qui est produit par cet équipement va dépendre du nombre d'heures pendant lesquelles cet équipement tourne. Donc, à investissement égal, j'ai beaucoup plus de marge sur un parc à 3000 heures que sur un parc à 2200 heures. Donc, la question de l'implantation est une question clé. La question du coût de raccordement est une question clé. Donc c'est un peu la difficulté de l'exercice. En Allemagne, il a été pris le parti, il n'y a pas très longtemps, de faire une pondération de l'aide en fonction de la nature du site. Et de dire, les sites moyennement vantés seront plus soutenus que les sites plus vantés, ce qui permettra une meilleure répartition du développement sur le territoire. Et qui permettra de s'assurer qu'il n'y a pas de rente indue s'il y en avait, puisqu'en fait, du coup, il y a une adéquation entre la subvention et les CAPEX, en fait, hein, et avec, en corrélation avec le nombre d'heures et les coûts. Donc, c'est un exercice, d'ailleurs, je crois, qui avait été demandé par les opérateurs. Pour le moment, en France, on n'a pas décidé ça. Donc, si vous avez un parc qui est un peu ancien, qui a été implanté dans une zone ultra vantée en France, il est sans doute très profitable. Si vous avez un parc qui s'est pris 10 ans de recours, 300 000 euros de raccordement et qui est implanté dans un pays, dans une région de la France moins vantée, il a sans doute 5% de return. Moi, je ne sais pas. Hein. Après, la difficulté, c'est ça. C'est qu'en fait... Chers collègues, c'est gentil de lever la main à 2 minutes de la fin. Marjolaine, et on va prendre les deux questions en même temps, comme ça vous ferez une réponse groupée. Je ferai du mieux que je peux. Ouais, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit sur le fait qu'en France, a priori, il y avait 60% du prix qui ne couvre pas le projet lui-même, mais des obligations annexes qui sont demandées vis-à-vis des obligations environnementales vis-à-vis des populations autour. Ça, c'est un commentaire qui ne concerne exclusivement que l'éolien offshore dans les appels d'offres 1 et 2 pour expliquer pourquoi aujourd'hui le prix en France est très différent du prix qu'on a pu constater ailleurs. D'abord, le temps est passé, 8 ans, mais aussi parce qu'à l'époque, le cahier des charges imposait aux opérateurs de construire des usines en France. Je ne veux pas prendre plus de temps de vous prendre, collègue, mais est-ce que vous pourriez nous lister tous les freins qui existent en France et qui n'existent pas à l'étranger, qui font que l'implantation de projets en France est plus compliquée qu'ailleurs ? Absolument. Dieu merci, ça s'est beaucoup réduit. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une amélioration extrêmement importante en fait, du cadre, qu'on ne voit pas arriver aujourd'hui dans les faits parce qu'il y a tout le pipeline. Bon, je pense qu'en France, il y a déjà une problématique fiscale, puisque aujourd'hui, avec les EPCI, ce n'est pas forcément la commune. D'abord, il y a une répartition de ce qui était avant la taxe pro. Il y a une répartition entre le département, la région et la commune. Donc la commune d'accueil... et le PCI. Et donc la commune d'accueil ou le PCI est loin de percevoir 100% des taxes qui sont payées par le parc. Il se trouve qu'en plus, depuis donc, la mise en place d'une rationalisation fiscale avec les EPCI, il y a une redistribution en fonction de la ressource fiscale entre les communes membres de ce PCI en fonction du nombre d'habitants. Par définition, les parcs éoliens sont implantés dans des communes où il y a plutôt peu d'habitants pour éviter les nuisances proches des habitations. Et donc on voit bien qu'ici, il y a un frein d'ordre fiscal qui est extrêmement handicapant, puisque quand vous avez un développement à faire, allez voir un maire pour lui expliquer qu'il va falloir qu'il porte votre projet, puisque ça commence comme ça, mais qu'en fin de compte, l'argent partira aux voisins qui ne voient pas l'éolienne, c'est pas forcément quelque chose qui est très, très aidant et qui est quand même une nuisance, me semble-t-il, dans l'acceptabilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est effectivement l'absence
de vision long terme assumée par le gouvernement avec des moyens en place. C'est-à-dire qu'on vit dans une incertitude telle qu'il est aujourd'hui très difficile de pouvoir mettre en œuvre des mécanismes de volume, de développement, de construction, parce qu'en fait, on n'en a pas de vision suffisante, ou en tout cas de certitude, on ne peut pas absolument tabler dessus. Donc ça, c'est un vrai problème. J'ai parlé de la garantie d'origine. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment la suppression du premier degré de juridiction dans l'éolien. C'est bien, je l'ai indiqué, hein, en offshore, 100% de recours, en onshore, 70% de recours. Je pense que n'importe quelle activité économique assujettie à des autorisations d'État font l'objet en moyenne de 20% de recours. Entre 20 et 30, ça dépend de quoi on parle. L'éolien, c'est 70%. Il faut garder en tête que 95% de ces 70%, donc 95% de ces 100%, de ces 70%, sont tranchés par les tribunaux en faveur des développeurs, et qu'on voit bien que donc il y a il y a une opposition ferme, et que ça, c'est quelque chose. Le temps coûte de l'argent. Le fait qu'en France, il faille entre 7 et 10 ans pour développer un parc, alors qu'il faut 3 à 5 ans dans les autres pays d'Europe, c'est un vrai frein. Donc voilà, je salue l'amélioration administrative, mais je pense qu'on peut encore... Chers collègues, ce sera la dernière question. Ouais, merci. Je m'excuse pour cette réponse tardive, mais elle m'est venue en vous écoutant. Et ça me pose la question effectivement de cette vision. Puisqu'aujourd'hui, on travaille sur des contrats à 20 ans. Donc du coup, on a des contrats sur 20 ans, essentiellement basés que sur le critère prix. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette logique de contrat, peut-être dans une autre durée, avec peut-être des obligations aussi que sur ses profits, parce que s'il y a profit généré, et c'est normal qu'une entreprise génère des profits, mais aussi qu'il y ait une obligation derrière de réinvestissement aussi sur l'énergie, ou de repartition sur du R&D ou autre. J'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus, parce qu'effectivement, c'est peut-être la solution, ou peut-être la manière qu'on pourrait avoir pour développer justement cette vision à long terme. Je suis d'accord avec vous, 20 ans dans l'énergie, c'est très court. Je pense que ce serait une bonne chose. Après, la question, c'est comment c'est financé. C'est-à-dire que la réponse, elle est financière. Si j'ai un emprunt 10 ans pour financer le même actif contre un emprunt 15 ans, il va falloir que le prix affiché soit beaucoup plus important pour que le banquier soit sécurisé de le remboursement dans la période. C'est exactement le même problème à titre perso. Donc, à partir du moment où on envisage des solutions autres, qui seraient plutôt dans la durée, donc on pourrait dire 20 ans, de toute manière l'actif il vit 20 ans, là on pourrait être suivi par les banquiers. Mais si après on a des obligations d'investissement, ou des obligations... Qui a l'obligation? Est-ce que c'est l'emprunteur? Est-ce que c'est l'actionnaire? Et comment il est sécurisé ou rémunéré pour ses obligations? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où personne ne veut s'engager, on met tout dans la société de projet, on met les éléments qu'il faut en termes de subvention, en termes de prix de kilowattheure, on fait rembourser le banquier, on essaie de faire sa marge, et le paquet est packagé, et c'est bouclé comme ça. Si on veut le faire différemment, il va falloir investir. Et donc là, on ne va plus être dans un financement de projet sans recours sur une SPV. On va être avec des engagements d'actionnaires qui vont être portés dans le temps, et qui donc vont devoir donc être financés. Et donc c'est en ça qu'il faut une vision stratégique. Si je prends l'exemple du Maroc, ils font le plan solaire pour la Méditerranée, 2 gigawatts de solaire. Ils ont imposé, effectivement, un centre R&D, et ils font des appels d'offres sur toutes les technos. Donc solaire à concentration parabolique, solaire à concentration tour, c'est plus cher. C'est l'appel d'offres numéro 3, il est plus cher, on le sait, parce que la tour, c'est plus cher. Mais en même temps, il y a un centre de R&D sur site, et on a toutes les technologies qui tournent ensemble avec le centre de R&D. Ils ont accepté de payer un premium dans le prix du kilowattheure pour pouvoir faire ça, et ensuite être libre de leur choix pour les 20 ans à venir. C'est un choix, ça a un coût, mais ça a un coût nécessairement public. En tout cas, c'est comme ça que c'est financé au Maroc. Aussi. Oui, après, la question, c'est la répartition du risque. C'est-à-dire que soit l'État fait soit l'État souhaite pouvoir avoir recours au financement privé, ce qui permet de démultiplier ce qu'on fait,
Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une répartition juste des responsabilités et des rôles, en fait. Et s'il n'y a pas de vision là-dessus, il ne se passe pas grand-chose. Et effectivement, du coup, la seule façon de faire avancer les choses, c'est d'être en financement public. Mais le levier n'est pas du tout le même. Et quand on regarde les besoins en trillions pour le secteur de l'énergie dans le monde, c'est là aussi que je reviens sur le fait qu'on est en compétition avec d'autres pour les investissements. Il me semble, enfin en tout cas il me semble, moi je ne sais pas, c'est ce que dit l'IAE, qu'il est impératif d'avoir recours en fait à la finance privée, commerciale. Et que donc dans ce cas-là, ça passe nécessairement avec un partage des rôles et des risques entre le privé et le public, et donc une vision long terme. Autrement, il n'y aura pas d'accès à cette manne privée qui ne viendra pas financer ça. Mais c'est clairement ça. C'est quelle est la vision et quel est le rôle de chacun. Si ça, c'est pas défini, la seule solution, c'est de le financer à travers une société contrôlée par l'État. Car il faut savoir terminer une grève, comme disait M. Thorez. Comme M. Thorez, je me ferai... que la grève, ça dépend, il y a des grèves pour des bonnes causes. Voilà, il y a des gens qui trouvent les grèves très sympathiques. Et puis c'est de la grève qu'on voit la mer et les éoliennes. Donc merci en tout cas de votre présence et de votre participation. Nous allons immédiatement accueillir M. Jancovici pour l'audition qui suit. Merci de m'avoir reçu. Nous accueillons pour notre deuxième audition de l'après-midi M. Jean-Marc Jancovici. Alors, vous êtes expert des sujets d'énergie et climat. Pendant que vous vous installez, j'en profite pour vous présenter. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes associé fondateur du cabinet Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique. Là, on n'a pas d'administrateur qui va traduire votre câble VGA. J'espère. Il va revenir. Voilà. Donc, je disais, vous êtes associé fondateur du cabinet Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. Vous êtes également président fondateur du groupe de réflexion The Shift Project, qui réfléchit aux conséquences du changement climatique et la raréfaction des énergies fossiles. Vous enseignez à Mines ParisTech. Notre commission d'enquête a notamment pour objet l'impact environnemental des énergies renouvelables. De ce point de vue, une interrogation générale peut porter sur le point de savoir, entre les différents types d'énergie renouvelables, quelle énergie il serait le plus pertinent de privilégier si l'on retient la décarbonation comme premier objectif de la transition énergétique. La réponse sera-t-elle la même si l'on donne à la transition énergétique un objectif de réduction, parfois de suppression du recours à l'énergie nucléaire? Dans cette hypothèse, le gaz ne deviendrait-il pas de fait l'énergie de la transition énergétique? Que penser de la politique actuelle menée depuis 10 ans, largement fondée sur les énergies électriques, éoliennes et photovoltaïques,
Faut-il changer de braquet? Faut-il qu'il y ait un shift également dans la transition énergétique à la française? Alors, Monsieur Jancovici, on va vous écouter pour un exposé liminaire de 15 minutes. Je sens que vous aviez adjoint à cet exposé préliminaire un très joli PowerPoint. Monsieur l'administrateur... Ah, vous avez demandé la technique. C'est dommage d'avoir une salle aussi moderne. Et... Est-ce que vous devez brancher sur... Ah, forcément. Là, il y a effectivement des... À quoi ça ressemble votre... Ah, ça ressemble à quelque chose d'extrêmement standard. Ça ressemble à... Captation avec projection. Ah oui. Avec projection. J'ai l'impression que là, il y a des... Bonjour. Ah ben voilà, la technique. Nous étions perdus sans vous. C'est pour monsieur. Ah, vous avez un fichier, d'accord. Ce sont les plus seuls Parlement. Administrativement, ce sont les seuls Parlement. Ouais. C'est-à-dire que c'est dommage d'avoir une si belle salle. Et alors, est-ce que je... Voilà. Et avant de commencer votre présentation, s'agissant d'une... Pardon ? Oui, s'agissant d'une commission d'enquête, je vais vous demander, je vois que vous êtes un habitué des commissions d'enquête. Très bien. Eh bien, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc veuillez lever la main droite, allumer le micro pour qu'on puisse vous enregistrer et dire « je le jure ». Je le jure. Merci Monsieur Jancovici. Donc la parole est à vous pour 15 minutes. Nous, alors,